Salut à tous et à tous. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il sur Draft Pick? Nos visages sont présents. Et oui, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Draft Pick, le podcast de la relève. On est très content de vous retrouver. Et oui, si vous avez vu, c'est un nouvel épisode qui vient d'apparaître. Malheureusement, le top 100 ne pourra pas être fini. Vous l'avez vu, on a entamé avec Enzo, que ce soit sur Twitter ou sur nos plateformes de podcast respectives, sur la plateforme de podcast de Draft Pick, un top 100, donc top 50, avec des épisodes 5 par 5. Voilà, on s'était beaucoup amusé à le faire, on s'était beaucoup... voilà, je sais qu'Enzo avait passé un très mauvais moment quand j'ai sorti Darius Garland en 33e position. Nos top 100, nos fins de top 100 sont connus respectivement. Malheureusement, on ne pourra pas vous les partager pour des questions d'emploi du temps, d'organisation. On s'est peut-être vu un tout petit peu trop beau. C'est possible, hein, voilà, c'est une question d'organisation. Voilà. Dans Draft Pick, le podcast de la relève, il y a la relève. Dans la relève, il y a jeunesse. Jeunesse ne signifie pas forcément toujours organisation, je sais de quoi je parle. Mais en tout cas, voilà, désolé pour ce petit contretemps, on va revenir fort pour cette saison. Et quoi de mieux pour commencer un petit peu cette nouvelle saison qu'un épisode léger. Et évidemment, j'ai en ma compagnie Enzo. Enzo, comment ça va? Qu'est-ce que ça te fait de tourner ce premier épisode face à face, finalement? Bah, c'est formidable, j'ai devant les yeux un maillot que j'aurais dû avoir il y a quelques mois déjà. Le maillot de Jalen Brunson que je vois du coup juste au-dessus de ton épaule gauche, que j'avais commandé sur Vinted, que j'avais trouvé normalement dans une qualité proche du neuf. Enfin, on peut jamais trop savoir avec Vinted, mais celui-là en tout cas il avait l'air de me faire confiance et de me scier parfaitement. Et finalement le gars ne l'a pas envoyé dans les délais et depuis il ne répond pas. Donc voilà, je vais contempler le maillot que j'aurais aimé avoir et puis non, vraiment ravi de refaire un épisode sur ce début de saison après avoir beaucoup trop parlé de la saison dernière. Et puis ouais, comme tu l'as dit, on essaiera de faire le top 50 ou un autre format un peu plus tôt dans l'été l'année prochaine pardon, parce que c'est vrai qu'on s'était repris fin octobre, enfin non mi-octobre quand même, un truc comme ça. C'est clair. C'était un peu tard, on va pas se mentir. Ouais. C'était un peu tard. Et comme on le répète à chaque fois, si vous voulez aller écouter les épisodes, dans un timing terrible, parce Formidable. que Basket Lab, parce que preview des uns et des autres. Voilà. Bah DH20 aussi en plus, vraiment c'est voilà. Zéro. Zéro. Mais en tout cas, ouais, on va se faire une petite draft aujourd'hui. Et voilà, une draft du début de saison. Et aujourd'hui, je pense pas qu'on va parler de ce monsieur. Parce qu'il fait un début de saison coup-ci, coup-ça. Et puis, c'est pas le but. C'est pas le but de parler de parler de Jalen Brunson, de parler de gros joueurs. Enzo, est-ce que tu veux d'abord peut-être nous expliquer un peu le principe de la draft du début de saison? Ouais, exactement. Bah, c'est un petit peu le même principe que des conclusions hâtives qu'on peut voir parfois chez Trash Talk ou chez d'autres médias. Mais cette fois-ci, on va l'argumenter à travers notre format classique qui est celui des drafts. Et on va tout simplement faire un 5 chacun. Mais le but, ce sera pas de faire le 5 le plus compétitif, de remporter une draft ou pour Oscar de finir dernier. Non, il y aura un but tout différent. Ce sera juste de parler de ce qu'on a aimé, des joueurs qu'on a kiffé sur ce début de saison. Et puis de voir si l'autre a un peu les mêmes avis, s'il y a des matchs qu'on n'a pas eu le temps de voir, un peu qu'est-ce qu'il en a été de franchises qu'on n'a pas encore regardé. Et puis voilà, faire un petit état des lieux des gars qu'on a aimés, qu'on a appréciés sur le début de saison. Donc un 5 toujours en essayant de respecter les postes au plus possible. C'est un petit peu notre parti pris à chaque fois dans ces drafts, même si on sait que c'est un peu compliqué les postes de nos jours. Et puis comme d'habitude, on a un petit bonus à chaque fois. Généralement c'est un 6e homme. Et là pour aujourd'hui ce sera le coach. On va faire participer un petit peu les coachs, un peu les coaching staff. Parce qu'il y a forcément quelques équipes qui nous ont un peu plus tapé dans l'œil. Puis on verra bien. Il y a des chances qu'on ait le même. Oui. Je crois qu'on en a un peu parlé, mais on va voir. Peut-être une surprise qui va arriver d'ici quelques minutes. Mais écoute, moi je vais te dire, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une probabilité que si on jouait au jeu de tu fais ma draft, tu pouvais gagner. Parce que je pense on a discuté d'individualité, on a discuté, voilà, la conversation Discord globalement, c'est quand je dors, je me réveille avec 25 messages d'Enzo qui me parle des matchs qu'il a regardés, et quand il dort, l'inverse. Donc, globalement, on sait ce qu'on a pensé du début de saison de certains joueurs et de certaines équipes.
Non, Enzo, je vais juste te poser une question avant qu'on commence. Comment toi tu vis ce début de saison? Parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez interloqués par le niveau de jeu, intensité, défense aussi. Ça pose question aussi. J'ai lu aussi, j'ai discuté avec des gens, enfin des amis à moi qui regardent le basket et qui sont assez surpris par la défense, parfois qui, avec les perfs offensives, etc. Comment toi tu vois le début de saison? Comment tu le vis en tant que Enzo? En tant que moi, je le vis plutôt bien. Je pense que c'est la première fois que j'avais autant d'attentes sur un début de saison NBA parce que j'ai vraiment suivi la pré-saison de manière assez rapprochée, un petit peu tous les détails, etc. Donc j'avais envie de voir les évolutions des uns et des autres. Et donc moi, j'ai pas forcément d'attentes sur le niveau global, etc. Je voulais juste kiffer un peu en voyant les équipes qui m'intéressaient. Et là-dedans, non, j'ai pas été déçu. Il y a de voir des équipes performer, d'autres un petit peu moins. Donc moi je pense que je peux prendre mon pied un peu dans n'importe quelle circonstance. Je suis pas le fan de NBA le plus exigeant, le plus difficile à contenter. Je pense que j'ai un regard qui est assez all-around et si je peux aller chercher des trucs un petit peu partout. Puis si ça a été le cas sur ce début de saison, même s'il y a un truc que j'ai remarqué quand même, c'est qu'il n'y a pas eu de match vraiment marquant après les 2 premiers jours. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais il y a eu le Rockets Thunder en ouverture que j'ai trouvé vraiment très bon. Je me suis vraiment éclaté à regarder le match. Pareil avec le Warriors Denver. Mais après j'ai pas l'impression qu'il y ont match qui ont fait vraiment l'unanimité, qui ont marqué les gens plus que ça, même de grosses équipes qui se sont rencontrées. Enfin, on a eu un Lakers Wolves très serré, Mm. mais il y avait pas Edwards. Moi, j'ai pas regardé le match parce qu'il y avait pas Doncic, il y avait pas James, il y avait pas Edwards. Donc voilà, peut-être un petit peu déçu sur le manque de choc une fois passé les 2 premiers jours. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Ouais, après moi, beaucoup de choses ont eu valeur de choc. Je sais pas, en tant que fan des Knicks, regarder les Bucks en ville ou les Cavs, ça a été globalement ça a été des chocs pour moi. Enfin, pour moi, le Knicks Cavs a constitué un choc dès le début de saison, même s'il y avait des absents et j'étais content de voir les Knicks répondre présent. Mais ouais, pour moi, il y a un gros match déjà ce soir. Enfin, quand on tourne ce soir, il y a le Heat Spurs à 1h30 qui, pour moi, a valeur de comment les Spurs vont répondre à l'attaque du Heat. Est-ce qu'on a parlé d'un joueur du Heat dans cette draft? Moi, j'en ai pas. Peut-être, mais peut-être, Peut-être. peut-être. Peut-être que le coach sera la roue de secours, le coach du Heat sera une roue de secours. Possible, C'est possible. c'est possible. Mm. Mais ouais, moi, je prends mon pied sur le début de saison. Je dois dire que je prends beaucoup de plaisir à taper sur certaines équipes. Voilà. Exemple d'une certaine équipe qui joue, enfin, qui a changé ses maillots et qui joue avec globalement aucun spacing et avec un coach chauve et qui était une des Avec meilleures beaucoup de joueurs défenses. étrangers. Ouais, beaucoup de joueurs étrangers et voilà, dont un des moves qu'on a mis dans le move de l'été, je crois. Je sais plus où il est, Bane dans la tier list. Il Non, doit mais être c'est qu'en juste en move de dessous. l'été, je crois on avait soit KD, soit Cam Johnson. Mm, Donc oui. il Ouais, fait un peu en juste en dessous. Ouais. dessous. Bah ouais, donc voilà, je suis très déçu par la saison du Magic. J'aime bien taper sur le Magic, j'aime bien taper sur beaucoup d'équipes, notamment les Hawks aussi, un petit peu qui sont. Ah, il y a plus de circonstances atténuantes, mais j'aime bien taper. Mais ouais, petit début de saison tranquille, franchement, là il n'y a pas des matchs. Voilà, j'ai regardé quelques matchs par curiosité plus que par intérêt. Je sais que toi aussi, voilà, je ne vais pas vous parler des conves où Enzo me parle des Raptors ou des Nets. Parce que je pense qu'il aura le temps d'en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, on peut commencer par notre petit classique, notre petit jeu, si tu veux. Ouais, avec plaisir. Et puis une règle qui va changer. On dit toujours que on reconnaît certains grands joueurs de NBA par rapport un petit peu à la manière dont ils ont fait évoluer le jeu. On peut penser à Steph Curry, voilà, qui a fait évoluer les défenses. On peut penser à Shaq avec la règle dans la raquette. Je crois que c'était lui pour éviter que les attaquants restent trop longtemps dans la raquette, etc., etc. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vient de faire aujourd'hui avec notre grand joueur Oscar qui est trop trop performant dans les quiz d'époque qu'il n'a pas connu d'ailleurs, début des années, enfin, entre 2010 et 2015. Et donc on a décidé de rayer ces années-là de 2010 à 2015 parce que voilà, il n'y a pas de
Il n'y a pas de suspense, Oscar est largement au-dessus, donc on va passer de 2015 à 2025, sauf pour le prochain épisode, puisque le prochain épisode on l'a déjà enregistré, il va sortir après celui-ci, et donc voilà, vous aurez le droit à une magnifique défaite de ma part sur une équipe dont on taira le nom. Mais donc voilà, bravo Oscar pour cette performance, on va l'appeler la Oscar Rules, et voilà, je te laisse nous annoncer le nom de l'équipe sur laquelle on va jouer aujourd'hui. Mais écoute, le grand classique déjà, qui commence? Je te laisse me Ouais. donner un nom de conférence. Ouest, Est, Et bah allez, partons à l'ouest. partons à l'Ouest. Et bah écoute, tu vas commencer. Et en plus, Yes. tu es bien loti, puisque c'est une équipe Ah, que tu apprécies. Les Blazers 2017-2018. ok, ok. Un peu de pression du coup, parce que... Et Blazers, Intéressant. quand même. On est à une année près de. Ah non, je vais rien dire parce que je vais rien dire avant. On est à une année près Ouais. de ça. Ah, c'est ça. Et ben je vais commencer par Damian Lillard. Ouais. Alors, je me mets devant la page de l'équipe 2017-2018, les Portland Trail Blazers, 49 victoires, 33 défaites. Ah oui, c'est l'année où ils se font exploser par les Pélicans et que Drew Ouais, c'est ça, envoie c'est le Damian sweep. Lillard. Ah, c'est terrible. Oui, bah, Damian Lillard, ok. Je pense que j'ai pas besoin de dire CJ McCollum. Ouais. CJ McCollum, c'est validé. Je vais dire Youssouf Nourkic. Oui, c'est validé aussi. Je l'ai cherché, c'est terrible. Et c'est là où ça se complique parce que. Allez, ah si. Alfaro Camino. Ouais, normalement, c'est bon. Oui, bon, j'ai même pas eu besoin de beaucoup tourner puisque bah il est en premier puisqu'il commence par un A. Alfarouk. Je vais dire Mo Harkless. Oui, il est là. Et du coup, c'est la première fois que je fais 3 joueurs dans cette draft. J'en avais jamais fait. J'ai fait une fois 2, il me semble, mais jamais 3. Oh, c'est terrible. J'ai le souvenir d'un joueur beaucoup trop payé. Evan Turner. Je crois que ça passe. Oui, Mais ça me semble pas mal. Evan Turner. Ok, c'est la première fois qu'on va si loin tous les deux, c'est bien. Ça rajoute un petit peu de suspense. Je fais panique. Je vais partir sur Allen Crabbe. Allen Crabbe, je vérifie. Il y est pas? Allen Crabbe n'est pas là. Ah, Et je crois me souvenir que. Alors, en fait, je crois que c'est une confusion qui est normale parce que je crois que Allen Crabbe, il a aussi un très mauvais contrat et que c'est les Blazers qui lui donnent, mais que je crois il doit être aux Nets ou un truc comme ça. ouais, c'est ça, il part en coup. Ouais. Il a les 3 ans d'avant et il part au Nets, tu as raison. Et donc, c'est Ah, à mais moi de potentiellement valider. putain, j'en avais d'autres en plus, c'est terrible. Ok, je t'écoute pour valider la victoire. Euh, c'est pas l'année de la draft de Zach Collins, je crois. Zach Collins, est-ce que ça passe? Oui! Bien Victoire! joué. Ouais! Bravo. Tu continues encore Félici- ton enchaînement. je te tire mon chapeau parce que c'était quand même une très belle. Bravo à toi. Tu t'es bien débattu. Mais attends, mais du coup j'en avais 4 autres. Je veux savoir s'ils étaient là ou pas. Vas-y, je t'écoute. J'avais Jack Lehman. Oui, Il était là? oui, il était là. Ok. J'avais Noah Vonleh. Je. Oui, il est là. C'est terrible. J'avais Ed Davis aussi. Il est là aussi. Et j'avais Meyers Leonard. Et 4 sont là. Voilà, les 4 Bon, sont c'est là. terrible ce qui se passe. Voilà. Bon. Et là, Bah, de écoute. qui on n'avait pas dit, ouais, je pense que bah, j'aurais eu ce que t'as dit. Sinon, je pouvais avoir Pat Connaughton, éventuellement, Ouais, bien sûr, et oui, qui Mais est là. plus facile à voir même que les derniers qu'on a sortis, ouais. Shabazz Napier, j'ai Shabazz Napier. Ok, ah ouais, moi je m'en fous, ok. Qui a Alors pris lui, sa c'est retraite, pas pour les bonnes raisons, parce que je crois qu'il est décédé, mais Caleb Swanigan, Ouais. je crois. Et après, Ouais, il c'est ça. restait pas beaucoup de joueurs, parce qu'il y avait Wade Baldwin,
qui aujourd'hui est un meilleur guard de Rolex, je crois, enfin un truc comme ça. Et après, c'est Georgios Papagiannis. Qui lui part Ok. sur l'Euroleague aussi. C'est un meneur, lui. Non? C'est un pivot. Ouais. Yes. Et après, on avait fait le tour. J'ai entendu Is, j'ai paniqué, j'ai confondu avec tous les autres gars, c'est pas possible. Et après, on avait fait le tour. On a failli faire un perfect. Tu nous as à un Allen Crabbe près. C'est terrible, je reviendrai plus fort, mais franchement, pour que je revienne plus fort, c'est compliqué parce que là, on est tombé sur des équipes que je connaissais. Voilà, Donc, il faut les magnifique. Pistons, quoi. Il faut les Pistons, et voilà. voilà, formidable. Bon, Bon, bah, du coup, je te laisse commencer cette draft. allons-y. Tu vas avoir le choix. On est du coup, parce que on s'enregistre le jeudi 30 octobre. Donc la saison, elle a commencé depuis 9 jours exactement. Donc qui a été ta première recommandation, ton premier joueur phare, celui qui t'a le plus tapé dans l'œil sur ces 9 premiers jours de compétition? Bah écoute, pas beaucoup de surprises. Je vais pas être très surprenant parce que j'en ai fait un thread sur Twitter. Kishon George, Yes. qui va être, je vais les mettre en 4 parce que j'ai un 3 clair. Du coup, je vais les mettre en 4 puisqu'il joue en 4 en plus. Parce que, enfin, je pense qu'il joue en 3 parce que Middleton maintenant est plus un 4 dans la NBA actuelle, je pense. Mais ouais, je prends Kishon George. J'en ai fait un thread sur Twitter, mais ça va pas m'empêcher de dire beaucoup de bien de lui. Parce que j'aime beaucoup ce qui est fait, notamment par Brian Keefe, c'est le coach, c'est ça. Brian Keefe, le coach des Wizards, qui responsabilise Kishon George à la création et à la montée de balle, enfin au ball handling, ça me séduit assez. CJ McCollum connaît un début de saison quand même assez compliqué, Bob Carrington aussi. Le backcourt des Wizards, je le trouve assez... Enfin, c'est difficile le début du backcourt titulaire parce qu'il y a quand même Trey Johnson et Cam Whitmore derrière qui produisent des choses pas inintéressantes, même si Cam Whitmore a un peu le côté cimetière à ballon. Voilà. Mais ouais, j'aime bien ce que fait Kishon George. J'en ai parlé, il a modifié sa mécanique un petit peu. Voilà, il a élancé un peu sa mécanique. Il a arrêté d'arrêter son. Il a stoppé de. Ce qu'il avait tendance à stopper son bras gauche au moment où le shoot part. Maintenant, il est beaucoup plus. Son timing de lancer est beaucoup plus long. Et ça lui va bien parce qu'il a une sacrée envergure. Et puis, du coup, vu qu'il est assez rapide, c'est-à-dire c'est quand même quelqu'un qui a une grosse largeur d'épaule, qui a du coffre. Enfin, pour le mettre en 4, je l'avais mis dans le thread, mais il est capable de tenir l'épaule sur Derek Lively pour empêcher un pick and roll. Faut le faire, parce que Derek Lively, c'est quand même un beau bébé. Donc, il est rapide, et donc ça coïncide avec tout ce changement de mécanique, et ça tourne, parce qu'il est à 3 matchs à plus de 20 points. Il a tapé son career high contre les Mavs, c'est notamment sur ça que j'en ai fait un thread. Il y a beaucoup de choses intéressantes, que ce soit sur la création de tir. J'ai été très séduit par une séquence très précise où il prend un écran tout simplement, et c'est-à-dire qu'il se retrouve sur Najee Marshall, donc un beau bébé, hein, et il arrive à faire la séparation avec l'épaule et à prendre ce petit pull-up mi-distance. C'est pas forcément un bon tir, mais dans l'idée et la création, je trouve ça très intéressant. Et moi, pourquoi aussi je le mets là, c'est que la responsabilité, elle est cool. Et aussi, ça me donne des bons espoirs pour Bilal Koulibaly, qui est peut-être pas le même profil de jeu, mais je me dis que si un coach comme Brian Keefe est capable de donner les responsabilités à un joueur qui, alors je vais pas comparer le talent pur et dur, mais Kishon George, je pense que à la base, il y a moins d'attentes que Bilal Koulibaly, parce que drafté moins haut, etc. Je me dis que pour Bilal, ça peut être super cool, parce que Kishon George n'avait pas non plus un shoot hyper développé l'année dernière. Puis voilà, je suis quand même très séduit par les pourcentages à 3 points qui sont évidemment en surchauffe, parce que je crois qu'il a 60%, un truc comme ça. C'est n'importe quoi. Mais voilà, je suis séduit. Et puis toujours la capacité de mettre un peu de playmaking dans tout ça. Capable d'initier le pick and roll avec Alex Sarr, c'est pas inintéressant, surtout quand on voit Bob Carrington un tout petit peu en galère sur ses pertes de balles depuis qu'il est en NBA. Donc voilà, après attention aussi parce que la surchauffe elle est là, mais c'est aussi que ça peut être parfois un peu unidimensionnel offensivement et que parfois il a tendance aussi à prendre des mauvais tirs malheureusement. J'en ai parlé aussi dans mon thread pour illustrer le changement de mécanique, mais les pull-ups comme ça en transition où il est encore en course
vers le corner et qu'on lui donne la balle et que le mec prend un shoot très contesté par Cooper Flag, je suis pas sûr que ça, je vais le rentrer dans le caractère efficace et tout, mais je l'ai trouvé très pertinent. Et puis ça sent aussi qu'il y a un changement de mentalité, c'est-à-dire qu'il prend plus de tirs, il est responsabilisé et il se responsabilise. Donc voilà, je le mets en poste 4. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Il sort un petit peu dans le marasme d'incompréhension qu'on a du côté des Wizards, où tu as parlé de Middleton et de McCollum. Et c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup de temps de jeu, surtout en début de match, les deux. Et c'est bizarre de voir ça. Parce qu'ils ont commencé, j'ai pas regardé, mais enfin, je sais qu'à chaque fois que j'ai regardé les Wizards, et c'est eux qui commençaient, donc McCollum et Middleton, qui sont donc des contrats de vieux joueurs, quoi, et qui ne rentrent pas dans la timeline de Washington, qui vise forcément à développer des jeunes et à axer leur développement sur les hauts choix de draft faits les années passées, dont fait partie Keyshawn George. Et lui, pour le coup, le joueur est vraiment différent, j'ai trouvé, par rapport à l'année dernière. Où moi, je vais insister surtout sur son passing, où j'ai regardé c'est le match face aux Sixers, je crois, et il y avait plusieurs fois où je savais pas que Keyshawn George savait faire tout ça. Oui. Il y a eu, donc tu as parlé de pick and roll avec Alex Sarr, mais aussi il y a des moments où les Sixers ont défendu en zone. Et je crois que j'ai presque vu toutes les équipes défendre en zone à un moment donné depuis le début de saison. Ça, c'est un truc dont il faudra parler à un moment donné, mais il y a vraiment de plus en plus de zones dans la ligue, et là ça s'est revu vraiment à fond depuis le début de saison. Et du coup, c'est à Keyshawn George que revenait la responsabilité de casser un peu cette zone, ou du moins c'était lui le meilleur pour le faire. Et je l'ai vu vraiment sanctionner n'importe quelle errance de placement de la défense de Sixers à plusieurs reprises avec une bonne passe, donc j'étais vraiment surpris. Et ça se voit aussi dans les chiffres sur ce début de saison. Tout l'échantillon est tout petit, etc. Ça a pas du tout valeur de vérité. Mais on a quand même ce qui s'est déjà passé, c'est que sur les 4 premiers matchs, il a 23% d'usage, là où il était à 16% l'année dernière, donc vraiment un très gros bond. Puis ses chiffres d'assist qui forcément augmentent aussi, il passe de 13% d'usage d'assist percentage, pardon, à 21. Donc le joueur change, et il change dans le bon sens. Et c'est vrai que Keyshawn George est un joueur vraiment kiffant à voir sur le début de la saison. Donc voilà, je te rejoins là-dessus. Je l'avais pas dans mon équipe, je l'avais pas non plus dans ma playlist parce que j'ai pas vu assez les Wizards. Je les ai vus, enfin bref, c'est pas la question. Mais ouais, genre intéressant à suivre, surtout quand Bilal Coulibaly va revenir et quand CJ McCollum et Middleton vont passer un peu plus de temps sur le banc, et on pourra avoir des joueurs plus intéressants comme Cam Whitmore, qui est utilisé complètement n'importe comment, je trouve, sur les premiers matchs. Il s'utilise un peu n'importe comment aussi lui-même. Hein. Il est un peu. Ouais, mais ne serait-ce qu'en termes de minutes et d'à quel moment est-ce qu'il sort du banc dans le match, ça, je comprends pas trop. Les line-up où il est dessus, c'est pas très cohérent. Après, c'est peut-être moi qui suis plus positif que le niveau réel du joueur sur Cam Whitmore, mais j'ai vraiment l'impression que ça peut devenir quelqu'un de vraiment très intéressant. Oui. Faut que Peut-être la même tête se développe un peu. Moi, j'ai Ouais. peur de ça. C'est surtout les choix les choix et le body language, parce que ça me. Dans une équipe comme ça, c'est vrai que être le seul joueur à pas applaudir sur un banc, des fois, ça me frustre un petit peu. Ouais. Et c'est un peu l'attitude qu'il a déjà au Rockets, ça peut lui porter un peu préjudice aussi. Mais à voir. Mais oui, c'est sûr qu'il doit être mieux utilisé, peut-être avec quelqu'un de plus expérimenté, pourquoi pas des séquences avec un peu de playmaking de McCollum pour le responsabiliser un peu aussi. Il a matière à apprendre de joueurs quand même intéressants qui se sont bien développés sur plein d'aspects. Mais oui, Chris Middleton et CJ McCollum, pitié. Pitié Brian, pitié Brian, fais quelque chose. Et du coup, je vais enchaîner sur mon premier joueur. Et je vais directement mettre les deux pieds dans le plat, pardon. Puisque j'ai parlé de Victor Wembanyama, ça me semblait compliqué de pas parler de lui sur ce début de saison. Je sais que t'as mis un message là-dessus dans la con, je sais plus trop c'était quoi, mais ouais, ça me semble compliqué de pas en parler parce que c'est au-delà même du prisme franco-français dans lequel nous on est. C'est l'attraction principale de ce début de saison, et je vais pas parler en détail 20 000 fois de ce que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux, mais on voit des choses absolument effrayantes sur ce début de saison, plus que d'habitude sur un laps de temps qui est très court, puisque les Spurs ont joué 4 matchs. Oui, Et ce soir.
Ouais, ils rejouent ce soir contre le Heat, t'en as parlé d'ailleurs. C'est toujours pas une équipe qui a fait les playoffs l'année. Ah si, pardon, ils ont pris 4-0, mais ils ont fait comme les playoffs l'année Oui. dernière. Du coup, c'est la première équipe qui a fait les playoffs l'année dernière contre lesquels les Spurs vont jouer. Euh, mais au début de saison absolument tonitruant où on a un Wemby qui est devenu un monstre total sur drive, qui a compris que son principal atout dans le jeu c'était sa taille Sa et qui a largeur décidé de d'épaule s'en maintenant. servir. Mais voilà, c'est la largeur de ses jambes, son envergure de jambes, c'est un truc dont on parle jamais quand on parle de physique dingue des joueurs, mais là c'est quelque chose dont on a tous pris conscience, je pense, avec les extraits, que ce soit sur la pré-saison ou sur les matchs que Wemby a joué, mais c'est son envergure de jambes. Voilà les moments où il s'arrête et du coup il va faire des step through pour accéder au panier juste avec un pas pour éliminer le défenseur et derrière avec sa longueur de bras il peut terminer, mais c'est n'importe quoi, c'est du jamais vu. Je vais te laisser parler du Kawembi, mais voilà, on est vraiment dans un début de saison all time en termes d'impact sur le spectateur, j'ai envie de dire, sur le parquet, oui, c'est le cas. On a déjà vu des excellents débuts de saison de plein de joueurs, c'est aussi le cas de Yanis qui fait un excellent début de saison. Mais là, il y a aussi, j'ai envie de parler de l'impact visuel sur le spectateur, sur les joueurs en général, où le mec fait des choses qu'on n'a jamais vues et c'est Mm. absolument extraordinaire. Bah oui, il y a une impression d'implacabilité qu'il y avait en défense déjà avant, mais où en attaque, là, c'est. Moi, je pense que l'action qui me terrifie le plus, c'est celle sur. C'est le step back contre les Mavs, où t'as cette espèce de handle derrière lui, où en fait, c'est-à-dire que sa main est à cette hauteur-là. Enfin, en gros, il est à hauteur de balle du sol, et le mec a un handle. À hauteur de Cookly, quoi, à peu près, on peut dire. Oui, voilà, c'est terrible, et ça Mhm. me. Le mec envoie ce genre de shoots qui sont pas forcément des bons shoots, et surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est les choix offensifs qui sont de plus en plus, que je trouve de plus en plus raisonnés. Il a des séquences où il est conscient qu'il doit utiliser certaines choses. Je pense qu'il peut toujours aller plus au lancer. Je pense. Même si là c'est un peu mieux, je pense qu'il peut toujours aller un peu plus chercher la faute. Mais ouais, après, il a aussi. C'est paradoxal parce que je le vois de plus en plus. Enfin, il est de mieux en mieux arbitré, entre guillemets. C'est-à-dire que il commence à être de plus en plus arbitré comme une superstar, tandis que notre superstar à nous, Enzo, elle est arbitrée un peu comme. Un peu n'importe comment, hein. On embrasse Cade. Mais voilà. J'ai fait une vidéo de 36 minutes là-dessus cet été, donc je ne peux que confirmer. Mais ouais, moi je te l'ai dit, hein, de toute façon, vous verrez dans l'épisode d'après qui a été enregistré avant. J'ai regardé 3 fois le match contre Oui. les Mavs. C'était enfin, c'est pas une déflagration, mais on a rarement, très rarement vu ça de nos yeux sur l'impact visuel, rien que sur le eye check. C'est-à-dire que tu peux montrer ça à quelqu'un de random pour qui regarde pas le basket. C'est fou de Mm. faire ça avec cette taille-là. Et puis ouais, Moi, moi je pense que le match face aux Mavs, pardon, c'est une rencontre qui va pouvoir rester à plus ou moins long terme dans la tête des gens. Je suis d'accord avec toi et c'est assez marquant parce qu'il n'y en a pas 20 000 en soi, que ce soit. Il y a des matchs qui restent pour leur scénario, parce qu'ils sont importants, mais parce que la performance d'un joueur a autant choqué que ça, il n'y en a pas forcément tout le temps. ouais, là, Et ouais, c'est de je pense que l'ordre ça peut des. vraiment arriver. Ouais. Là, c'est de l'ordre des très très grands. Enfin, moi, là, je pense Mm. que une des dernières fois où j'ai eu cette impression-là, c'est Butler contre les Bucks. 2021, là, où il en met 53 et tout. Je pense que c'est ces deux matchs-là qui m'ont fait les plus grandes impressions visuelles. C'est-à-dire d'un mec qui est inarrêtable. Et là, c'est ça, mais en plus, il y a l'impression physique, parce que Butler est un joueur normal, entre guillemets, physiquement. Et Wemby, non. Donc en plus, il y a l'aspect. Mais oui, t'as totalement raison d'en parler. Et on va peut-être pas en parler tant que ça dans Draft and Pick. Donc autant en parler sur le moment où il est le plus en feu. Après, on aura peut-être une Mm. draft de fin de saison ou une draft de mi-saison et ça se trouve, il sera candidat MVP et voilà. Mais en tout cas, voilà, ça me va. Ça Petite, me va totalement. Petit aparté, tu as parlé d'une potentielle draft où on pourrait parler du coup du cas de Jimmy Butler et de son match en question. Ça me fait penser à pourquoi pas une draft
des meilleurs matchs, en tout cas des performances individuelles sur un match. Ça Oui. peut être intéressant et j'ai déjà mon choix numéro 1, mais bref, c'est pas le sujet, je clôt cette parenthèse. Et dans une dernière petite précision, une dernière action qui m'a marqué, t'as parlé du coup de son step back contre les Mavs et moi j'ai envie de parler de plusieurs remontées de balles qu'il a fait contre les Raptors. Enfin, franchement, enfin, j'ai pas les mots, mais enfin, le mec prend la balle et remonte la balle, mais avec 3-4 dribbles dans le dos. En gros, enfin, tu peux rien faire contre le mec, c'est fou. Il fait 2,24 m, il remonte la balle. Il y avait des mecs sur lui, je sais plus qui c'était. On peut y avoir des Quickley, des Ingram, des Barnes, peu importe. Mais il arrivait à chaque fois avec des dribbles dans le dos, des dribbles entre les jambes, etc. Et c'était pas possible de lui prendre le ballon à Victor Wembanyama. Enfin voilà, quand t'allais le presser fort sur des remises en jeu, même pour essayer de casser un petit peu les transitions. Et c'est fou. Enfin, moi, c'est plus un des trucs qui m'a le plus marqué, même au-delà du coup de ses drives, de ses step backs sur ce début de saison. C'est ça, c'est vraiment son dribble qui a vraiment progressé de manière très, très, très forte cet été. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on peut mettre un point final à Wemby parce qu'on pourrait en parler durant des heures et des heures. Il joue ce soir, donc voilà, on ne va pas louper ça. On sera là et je vais te laisser enchaîner avec ton deuxième joueur du coup, ou le coach comme tu veux. Qui pourra accompagner Monsieur Kishon George? Bah, c'est terrible parce que t'as pris un très grand pivot, mais moi je vais prendre un très petit. Un très petit. Colin Murray Boyles. Non, pas Colin Murray Boyce. Quinten Post. Ah bah oui, Ah, forcément. là encore. Le pick and post. Le pick and post. Un spoil encore parce qu'en fait on en a déjà parlé. Bah, qu'est-ce qui se passe? Les Warriors, on a récupéré un stretch 5. Trey Jackson Davis va cirer le banc toute la saison. Voilà, c'est pas la conclusion que j'en fais. J'ai été très agréablement surpris par l'utilisation alors c'est un échantillon encore plus court que le début de saison parce que c'est sur presque un match, voire deux parce que j'ai un voilà, Ouais, les conclusions c'est terrible. maximatives. Ah, voilà, on est sur de la turbo conclusion. Ah, il a joué 13 minutes par match cette saison et sur 5 matchs. Donc on Voilà. a vraiment un micro échantillon. C'est tout petit, mais très fan de comment ça a été utilisé, surtout contre les Clippers. Alors c'est surtout contre les Clippers que je vais en parler. 71% de tirs pris à 3 points pour Quinten Post cette saison, depuis qu'il est là sur ses minutes de jeu, ce qui je trouve est assez étonnant quand même pour un profil comme ça qui certes n'est pas très grand, donc on pourrait croire qu'il cherche à s'écarter, mais globalement c'est un pivot de rebond, un pivot combatif qui arrive un petit peu à switcher, mais c'est un pivot combatif, c'est un pivot de sortie de banc, je pense grand maximum pour la suite de sa carrière, mais ouais, 71% du tir à 3 points, et surtout ce match face aux Clippers où il a été une des clés qui ont fait que en fait, les Clippers n'ont pas réussi à faire à recoller à ces Warriors alors qu'ils auraient pu maintes et maintes fois. Voilà, c'est ce. Alors j'ai cette formule là, le pick and post. Bon, voilà, on en est fier, on n'en est pas fier, mais le pick and Moi pop. j'en suis fier personnellement. De côtoyer l'homme qui a eu cette idée, moi j'en suis fier. C'est la question. Le pick and pop potentiel, Stephen Curry, c'est-à-dire donc la valeur de gravité, la gravité de Stephen Curry, c'est-à-dire qui attire, on sait, un grand nombre de défenseurs. J'ai montré une séquence où on a quand même 3 joueurs sur lui et que, en gros, c'est lui qui est 3 joueurs sur Steph et c'est Quinten Post qui est choisi au large. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'il prend assez peu de tirs dans le corner. Et ça me donne aussi une bonne indication, c'est que pourquoi pas aussi prendre des shoots dans les corners, notamment sur les drives de poste, qui, je trouve, montrent aussi des choses pas inintéressantes au drive depuis le début de saison. Pourquoi pas aussi se positionner dans un corner et avoir toujours cette capacité potentielle à sanctionner, parce que même si le 5 majeur des Warriors a une valeur de spacing intéressante, Kuminga, j'ai pas l'impression que c'est un joueur qui apporte des choses, mais son tir à 3 points est encore en développement. Pods, c'est pareil. Stephen Curry, j'ai pas besoin. Et Draymond Green, c'est même s'il a des coups de chaud et parfois ça rentre pas, c'est globalement pas pour son shoot que tu vas l'utiliser en attaque. Donc t'as Horford, t'as Hield, mais vu les configurations actuelles, pour l'instant les deux ils sortent plus du banc. Et si Quinten Post arrive avec
la valeur combative, la valeur défensive et la valeur de spacing, bah merci, merci les Warriors, on remballe, bah merci. Enfin, là, j'ai été très très séduit. Et puis, bah, ce que fait Quinten Post aussi très bien, c'est la combativité au rebond. Et il en a montré aussi pas mal face à pas face à pas face à un manche en la matière, parce que c'était quand même Ivica Zubac en face. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va être utilisé, j'ai hâte de voir comment ces minutes vont être utilisées aussi, puisque bah, si c'est Draymond en petit 5 et que Horford rentre et que Post joue pas trop, voilà. Et mention, parce que bah, j'aime bien analyser les mécaniques, voilà, j'aime bien aussi ce que je vois, un petit peu de Brook Lopez, un petit peu de Brook Lopez très collé au sol, avec le côté je pars de l'arrière, je remonte très très haut. Mais voilà, Brook Lopez c'est un peu plus impressionnant parce que c'est très lent Brook Lopez. Le relâché est un peu plus rapide. Mais voilà, j'aime bien. Puis ça a changé par rapport aussi à l'année dernière. Donc voilà, Quinten Post, bien joué les Warriors. T'as parlé du fait de ne pas le voir dans les corners sur ce début de saison. Comme quoi il prenait tous ses shoots du coup above the break. Et je pense que l'explication derrière ça, elle est simple, c'est que même si tu as parlé du coup d'un début de shoot à 3 points qui est en train de naître et qui est plutôt satisfaisant pour l'instant, donc c'est pas encore une menace, il n'y a pas encore assez de shoots qui sont rentrés, il faut du temps pour ça, il faut beaucoup de répétitions et il faut que les défenses en aient peur. Et pour l'instant, bon, c'est logique que Quinten Post ne fasse pas encore peur à 3 points. Et du coup, forcément, si on va le mettre dans le corner, et bah, le défenseur qui sera sur Quinten Post, il pourra logiquement l'abandonner et protéger le cercle à côté et ne pas respecter Post, ce qui du coup est problématique étant donné que c'est un pivot et qui sera forcément défendu par un grand. Donc là, je pense que c'est intéressant de le voir utiliser à chaque fois bah, plus loin en dehors du corner et dans des zones qui pourront neutraliser un petit peu le grand défenseur qui sera sur lui. Et mais en tout cas, ouais, je pense que ça peut être vraiment très intéressant si il arrive à garder un peu cette dynamique. Et en tout cas, si c'est une volonté de Steve Kerr aussi de transformer un peu ce Quinten Post, ce joueur qui sort un petit peu de nulle part, qui arrivait quand même, qui n'avait pas commencé la saison dernière avec les Warriors, qu'on n'avait pas vu. Je crois qu'il est arrivé un peu en cours de saison, ou qu'il était en G-League, peut-être qu'il était non drafté. J'ai pas les détails sur Quinten Post. Il est drafté quand même, mais il fait le début en G-League. Mais il 52e pick, ouais. Je crois qu'il est drafté. Et je crois aussi que c'est un peu le même processus storytelling qu'on avait eu la saison d'avant avec Trey Jackson Davis, où il est utilisé parce qu'il y a des soucis au pivot. Et voilà, les classiques lacunes plus trop présentes maintenant, mais que les Warriors avaient au pivot avant. Mais en tout cas, voilà, un joueur qui va être intéressant à suivre, comme s'il fallait une saison pour suivre les Warriors. Là, je trouve que là, on est encore sur un bon début de saison des Warriors. Une des équipes que j'ai préféré regarder, enfin une des rares équipes compétentes que j'ai regardé d'ailleurs et que je kiffe regarder. C'est un détail assez important pour être souligné, je pense. Est-ce que je peux passer à mon deuxième joueur, ou est-ce que tu vas rajouter autre chose? Je t'écoute. Parfait. Et ben moi je vais partir du coup sur mon poste 3. S'il faut qu'on soit très scolaire sur les postes, j'ai Wemby en 4 pour des raisons de joueurs dont je voulais parler. Du coup, mon poste 3, qui va être Brandon Ingram, des Raptors. Je pense que tout le monde avait beaucoup d'interrogations sur ces Raptors-là en début de saison, avec l'arrivée de Brandon Ingram. Et le fait que Scottie Barnes reste, que R.J. Barrett reste, j'ai l'impression d'avoir parlé déjà 20 000 fois, je sais plus trop où. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez m'en entendre parler, il y a plein de fois j'en ai parlé. Basket, ouais, même ici, je pense que j'en ai parlé. Enfin voilà, bref, 20 000 fois, donc je vais pas m'épandre sur le sujet. Mais en tout cas, sur ce qui s'est passé sur ce début de saison, c'est que il y a des choses intéressantes en attaque, il y en a qui sont un petit peu moins. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait qu'on voit beaucoup moins R.J. Barrett, qui était d'assez loin, je trouve, le joueur le moins intéressant à développer et à responsabiliser dans cette équipe-là. Et c'est en partie pour aussi laisser de la place à Brandon Ingram qui fait énormément bien dans cette équipe des Raptors. Et je le trouve ultra important dans son shot making depuis le début de saison. Et qu'est-ce que c'est satisfaisant à voir, parce qu'on il y a pas beaucoup de certitude sur le shoot côté Raptors, avec un Scottie Barnes qui du coup se cherche encore, R.J. Barrett pareil qui n'a jamais vraiment été régulier, Quickley qui alterne entre les blessures, etc. On sait que c'est un bon shooter à 3 points,
mais qui n'a pas un grand shooter de demi-distance. Et on sait que, là, on a vu sur ce début de saison que ça pouvait être vraiment très utile d'avoir un Brandon Ingram qui a été absolument létal dans ce registre-là. Et c'est vrai que, avec l'arrivée des analytics, on dit souvent qu'il faut essayer de supprimer le plus possible le mi-distance. Mais je trouve que quand c'est fait intelligemment comme ça, avec Brandon Ingram qui lui arrive vraiment à sanctionner les mismatchs à la manière d'un KD. Finalement, j'ai tweeté ça sur le match d'hier face aux Rockets. J'ai dit que Kevin Durant n'était pas le meilleur Kevin Durant sur le parquet parce qu'on avait un Brandon Ingram qui faisait du KD et qui le faisait vraiment, vraiment bien. Et il va être le seul dans ce registre-là du côté des Raptors. Donc il va falloir que tout ça s'équilibre à côté. C'est-à-dire que les zones du terrain soient un peu mieux réparties. Si on a un Brandon Ingram qui du coup accepte, du côté de Darko, du coach et du coaching staff, on accepte de laisser à Brandon Ingram le libre arbitre d'aller dans ces zones de mi-distance. Il faut avoir des shooters qui soient plus respectés pour avoir du spacing à côté à 3 points. Et c'est plutôt ce qui se passe avec ce qui est fait avec Scottie Barnes, qu'on essaye de responsabiliser à 3 points, avec l'arrivée de Mamou aussi qui est intéressante, pareil avec Colin Murray-Boyles. Donc si on continue comme ça du côté des Raptors et qu'on arrive à trouver une solution pour R.J. Barrett en l'envoyant ailleurs contre un joueur plus intéressant, contre des assets, etc., je pense qu'on pourrait avoir une attaque qui puisse être plutôt intéressante. Et puis ce Brandon Ingram qui donne une vraie bouffée d'air bouffée d'air frais du côté du Canada. Et je conseille à tous du coup son match contre les Raptors du coup qui date on est mercredi, donc qui date de mardi, qui a été vraiment formidable dans le shot-making et dans la recherche de ce match, et même juste pour trouver des solutions quand les Raptors n'en avaient plus. Donc voilà, Brandon Ingram que je place aux côtés de Wemby, de mon côté. Pas trop regardé les Raptors. J'ai regardé le Rockets Raptors Rockets Raptors et Bucks Raptors. Ça, c'est 2 matchs que j'ai visionnés pour l'instant uniques des Raptors. Et oui, il fait du bien. Mais c'est surtout que c'est un... Je pense que... Alors, je remets pas en question ton choix, mais je pense que c'est amplifié par le fait que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu sur un parquet. Et que ça se voit quand il est sur le terrain, et ça donne aussi beaucoup d'indications sur les besoins de l'équipe aussi. Et voilà, après, le truc, c'est que R.J. Barrett, actuellement, c'est très compliqué pour moi à trader. Non pas que je trouve que c'est un joueur qui a pas de valeur, mais c'est un joueur qui, dans une équipe, apporte des choses qui sont très spécifiques, et je trouve qu'il nécessite peut-être des variables d'ajustement sur la manière dont il est utilisé, peut-être un peu trop pour être un joueur qui vient à se faire trader dans une équipe compétitive. Je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête d'équipe qui pourrait en avoir besoin. Je sais pas si les Bucks veulent maximiser leurs chances à l'Est, essayer de le récupérer, et que les En Raptors... donnant beaucoup trop de ballons à R.J. Barrett, ça peut être une bonne idée ça pour finir bien 8ème. Ouais. Magnifique. Mais voilà, mais après j'ai pas d'équipe en tête, parce que peut-être que R.J. Barrett est encore un joueur qui est encore peut-être trop fort et qui n'a pas vraiment trouvé de vrai rôle pour être fort dans une équipe forte, parce que je pense que malheureusement, il se rapproche d'étiquettes où il va stater dans des équipes moyennes moins, et c'est un peu ce que j'ai peur avec R.J. Barrett, qui a été un des premiers joueurs que j'ai apprécié en tant que fan des Knicks. Quand il était arrivé, il nous avait fait beaucoup de bien. Mais ouais, je sais pas ce que t'en penses toi, sur la valeur d'R.J. Barrett en asset, qui est quand même pas évidente, et je pense qu'il faudrait quand même y ajouter peut-être un joueur ou deux, peut-être un joueur côté Raptors, un peu à la manière de ce qu'ils avaient fait quand ils ont trade Anunoby, où il y avait 2 joueurs qui partaient des Raptors et un joueur qui arrivait. R.J. Barrett, justement. Peut-être. Il lui reste 2 ans de contrat, j'ai regardé là, c'est à 29 millions d'années, ça fait quand même bien cher. Donc à suivre l'évolution. En tout cas, ouais, j'aimerais bien qu'il s'en aille, qu'il aille faire un tour ailleurs pour essayer de rendre cette attaque un peu plus viable du côté des Raptors. Et puis pour terminer sur Brandon Ingram, on a eu hier encore une fois face aux Rockets, avec l'absence de Jakob Poeltl, des line-up de Switch que je voulais absolument voir. C'était un des points tactiques que je voulais le plus regarder sur la saison qui arrivait, et du coup on l'a eu sur ce match face aux Rockets. Et c'est où Brandon Ingram est lui aussi très intéressant, c'est que c'est un mec qui est très très long, Oui. qui est très mobile pour sa taille, avec des immenses bras.
Ouais, voilà, ça, c'est un joueur vraiment, vraiment intéressant défensivement, ce que ne laisse pas présager son physique très, très frêle et ouais, pareil, un peu nonchalant aussi dans ses attitudes, dans son dribble notamment. Et ouais, je l'ai trouvé vraiment intéressant aussi là-dessus, dans l'intelligence pour aller faire des prises à deux parfois sur Sengun notamment à des moments donnés. Enfin, voilà, j'ai vraiment, vraiment bien kiffé le début de saison d'Ingram. Puis voilà, on va garder un œil sur lui. Et ce qui nous laisse le champ ouvert pour ton troisième joueur, Oscar. Allez, on y va dans le hipster maximal. Oh. Reggie Dennis. Je sais pas qui c'est. Pacers, meneur de jeu. Ok. Voilà. Alors, parler des Pacers dans un épisode actuel, faut se mouiller la nuque. Ouais. Faut se mouiller la nuque parce que, voilà, même si c'est le fond et la forme, c'est-à-dire que le fond, malheureusement, c'est que les Pacers sont pleins de blessés, et la forme, c'est que malheureusement, par extension, le fond de jeu est malheureusement un peu compliqué, je trouve, à retrouver, même s'il y a des choses qui sont pas inintéressantes, notamment avec Jarvis Walker, qui est plutôt responsabilisé, et je trouve ça cool. Mais ouais, Reggie Dennis, très cool, très très cool à regarder, meneur de sortie de banc, qui, alors si je dis pas de bêtises, a joué un total, qui doit jouer 12 minutes, je crois qu'il ne doit pas jouer. Alors j'ai rien dit, il joue 28 minutes par match. Cette saison, il était à 6 l'année dernière, donc c'est pas énorme, donc c'est-à-dire que c'est un gros leap. C'était un joueur que j'avais déjà vu passer l'année dernière sur des highlights de G-League. C'était un rookie qui avait déjà 23 ans, donc il n'est pas tout jeune. Et ce que je trouve assez intéressant dans le profil, c'est son physique, qui est, il est assez petit, plus grand quand même que TJ McConnell, puisqu'il fait 1,88. Mais il a des épaules. Il a des Là, épaules ouais. et il a surtout des bras. Je pense que si il s'allonge, il peut toucher ses tibias. Enfin, je pense qu'il peut toucher ses tibias. Tu regarderas quelques play-by-play ou des choses comme ça. Il a des bras qui sont il a des très, bras de très longs. quasiment 6-9, ouais. Voilà, donc c'est énorme. Enfin, concrètement, pour son profil physique, c'est très démembré, c'est très déstructuré. Et le shoot du mec, c'est-à-dire que là, il est à 41% à 3 points, mais c'est surtout que moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est capable d'avoir aussi du handle. Et ça me séduit beaucoup. Et ce haut du corps qui m'a séduit, c'est sur la séparation. Alors, c'est pas un joueur très technique. Voilà, il y a une grosse, il y a des séquences. Alors, je sais plus contre qui c'est, je sais plus contre qui les Pacers sont joués. Je crois, c'est contre les Wolves. Les Mavs. C'est contre les Wolves, leur match contre les Wolves. Il y a ces séquences-là qui sont assez intéressantes, où il est capable, en fait, sur un petit écran, de pousser, en fait, son vis-à-vis et de tout simplement faire ce petit flotteur-là. Et ça, c'est bien, parce que qu'est-ce que les Pacers ont besoin ? Ils ont besoin de certitude, de joueurs qui, malheureusement, ça va être une saison comme ça. Il faut aller chercher des satisfactions dans assez peu de joueurs. Et moi, j'en vois une là. Et surtout, la défense. Leader des deflections depuis le début de la saison, monsieur. Une longueur de bras. Logique, il a l'avantage physique de cette longueur de bras. Et surtout la capacité à tenir sur le contact et à bien sortir des écrans. Parce qu'il a un physique qui est aussi étonnant qu'avantageux. Et ouais, moi je suis très séduit par ce que j'ai vu. Et avec un TJ McConnell qui va pas malheureusement, qui va vieillir naturellement, un joueur qui est capable d'apporter du spacing, qui est un meneur, enfin qui est vraiment juste, je pense qu'il est vraiment un meneur de sortie de banc, qui va sûrement très vite jouer en deux. Je pense il lui faut un playmaker à côté pour avoir des ballons, et je pense que dans sa suite de carrière, je pense que ça sera surtout de la sortie de banc ou alors du corner. Mais ouais, très séduit, et surtout, je voulais noter le profil physique qui est vraiment atypique, c'est-à-dire petit, tanké et avec les bras de Kawhi Leonard, globalement. Donc voilà, très, très séduit par ce que j'ai vu de Reggie Dennis, et aussi parce que j'ai mis 10 minutes à comprendre comment on prononçait son prénom, et j'ai cru que c'était une faute de frappe. Oui, du coup, d'ailleurs, je connaissais pas le joueur, pour être honnête, et du coup, donc tu parlais, j'ai essayé de regarder un peu des détails sur lui, là. Et ouais, en effet, j'ai bégayé un peu sur son orthographe, et il faut savoir que c'est écrit du coup Ray comme Ray Charles, donc R-A-Y, avec juste un J, J Oui. majuscule tout attaché.
Très Et puis stylé, derrière, un peu. Dennis. J'ai un peu Bah, l'impression que c'est un non, joueur moi, je Touquet, dirais pas mais jusque-là. j'ai l'impression que c'est une J'aime- faute de frappe sur Touquet. Ouais, exactement. Ok, non, mais très intéressant. Et, euh, et du coup, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir garder son temps de jeu quand l'effectif va redevenir un petit peu plus compétitif, pardon, avec le retour des blessures, ou est-ce que ça reste correct pour un joueur qu'on n'attendait pas? Et enfin voilà, est-ce que tu penses qu'il a réussi à briser un peu son plafond dans le collectif de Rick Carlisle? Oui, je pense, parce que Carlisle nous a habitués à des rotations assez deep. Et puis là, dans le Oui, contexte de compétitivité qui commence un peu à s'effriter, parce que même si je sais que tu donnais beaucoup de valeur à ces Pacers en début de saison, là j'ai peur ouais, que je ce les ai qui mis se- quatrième voilà. dans mes pronostics. Après, bon, faut dire Ah, que ouais. l'hécatombe est assez importante, ouais. Donc je me dis que potentiellement, voilà, il y a des équipes qui ont un peu ce même souci-là de blessure ou juste pas enfin, le roster est déséquilibré. Et je me dis que la perspective de compétitivité peut reculer au fur et à mesure de la saison et que lui peut avoir un vrai temps de jeu sur fin de saison, un peu à la manière de ce qu'on avait vu chez les Mavs avec Brandon Williams qui Ouais. réussissait à gratter des miettes par-ci par-là et avec des joueurs qui sont quand même pas mal injury prone parce que Nembhard va falloir quand même il a quand même un historique de blessures qui commence à s'allonger. Je sais même pas si je crois pas qu'il a débuté sa saison encore Non, mais je et crois que ça va arriver très vite. Là, j'ai cru voir un tweet passer comme quoi il allait commencer au prochain match. j'espère parce qu'il commence à me saouler sur ma Fantasy League. Parce que c'est quand même mon meneur titulaire. Et je l'avais pris au nez à ta barbe, concrètement, parce que tu le voulais. Et Comme Tari euh, Eason. voilà. T'as Harrison qui fait des scores nuls aussi. Enfin, pas fou. Voilà. Et je suis sauvé par un des joueurs du jour. Et voilà. Mais ouais, j'aime assez bien. Et puis je me dis que avec le côté injury prone, je pense que voilà, Campaign dans le roster, ils vont pas le garder longtemps parce que c'est exactement le type de joueur qui va se faire cut et qui va se faire récupérer par une équipe qui va avoir une blessure à la main. Donc ouais, et puis voilà, j'ai confiance en Carlisle de voir la valeur d'un joueur plus que le côté plus que vraiment le côté statut, etc. Et puis là, vu ce qu'il montre, je trouve ça intéressant. Et puis voilà. Et puis sinon, je regarderai la G League. Formidable. Formidable. On termine donc sur un point G-League pour ton troisième joueur. Euh, Chaud. je vais enchaîner sur le mien, du coup, et je vais partir sur mon dernier joueur de la conférence Est. J'en avais que deux. Et je vais partir sur Michael Porter Jr., que j'aurais jamais cru prendre, Oh, et que je viens sélectionner du coup en poste 2 parce qu'il bon, il faut bien c'est grand. remplir un peu les trous. C'est grand, mais après si on veut on inverse les deux, on inverse Ingram et Michael Porter Mm. Jr. C'est grand Mais aussi. du coup une vraie surprise de mon côté pour ce début de saison, c'est le niveau de Michael Porter Jr. que je n'attendais pas aussi concerné. Parce qu'il y a aussi eu beaucoup de déclarations durant l'été, on en avait parlé durant un épisode, je ne sais plus lequel, mais des déclarations assez terribles C'est sur, la tier list. ouais, voilà, exactement sur la tier list avec voilà, des mots assez étranges qui laissaient penser qu'il n'allait pas être forcément très, très concentré sur le basket, mais plus sur les filles apparemment durant l'été et durant le reste de l'année. Et visiblement, non, c'est pas le cas. Et j'ai beaucoup aimé ce Michael Porter Jr. là, du coup. Est un scoreur plus responsabilisé, mais ça on l'attendait. Il n'y avait pas de surprise là-dessus. C'était du coup avec Cam Thomas intrinsèquement le meilleur joueur offensif que possédaient les Nets. Mais il y a des nouveautés et il y a des choses que j'avais pas encore vues. Et c'est notamment un peu de passing du côté de Michael Porter Jr. Alors ça reste assez succinct. On va pas non plus aller dans des manipulations de défense ou dans des porteurs de balles sur des schémas compliqués. Mais il y a des choses que j'avais jamais vues du côté de Michael Porter Jr. Il est capable même de passer en mouvement parfois, de porter la balle sur certaines contre-attaques et de trouver des passes intéressantes. Aussi, parfois, il est doublé parce que voilà, son statut a changé dans une équipe comme les Nets, comme j'ai dit précédemment. Et du coup, s'il y a un mec à doubler, ce sera plus facilement Michael Porter Jr., étant donné qu'il n'y a pas Nikola Jokic ou Jamal Murray autour de lui. Et il arrive à trouver des bonnes passes parfois. Et je trouve que ça rajoute vraiment beaucoup de valeur à ce Michael Porter Jr. là.
Et c'est quelque chose qui était nécessaire, je trouve, pour qu'il devienne valuable dans un collectif des Nets qui doit se chercher et qui doit avoir une attaque compétitive étant donné les jeunes pousses qu'il y a autour de lui. Et voilà, on n'avait pas besoin d'un cimetière à ballon en tant que Michael Porter Jr. Et pour l'instant, c'est pas le cas et j'apprécie plutôt ça. Puis aussi le fait qu'il est utilisé beaucoup en mouvement aussi avec l'attaque de Jordi Fernandez que j'apprécie énormément. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Mais non, il y a beaucoup de sets que j'apprécie beaucoup pour mettre en mouvement les joueurs, etc. Pour varier aussi avec beaucoup de cuts, de mouvements off-ball, etc. Enfin, ça s'arrête jamais de bouger. Et puis étant donné que c'est un joueur qui a évolué durant des années autour de Jokic, il a la science du cut, il a la science du mouvement pour savoir se démarquer. Et voilà, je suis très très satisfait de ce Michael Porter Jr. là. Je prends du plaisir à le regarder. Et j'attends même un peu parfois de le voir rentrer sur le parquet pour rajouter un peu de shot making. Et puis ouais, sur ce début de saison, il y a pas mal de shoots qui rentrent aussi. Donc bon, même si ce sont des choses qui viennent et qui partent pour un shooter comme ça, quand on prend des shoots aussi difficiles que lui sur ce début de saison, parce qu'il y a un paquet de shoots compliqués quand même. On prépare les Nets au global. Ouais, c'est sûr. La sélection C'est sûr. globale des Nets. Mais j'avais une petite question sur la valeur de passing. Est-ce que tu penses que c'est pas ça saute pas aux yeux du fait de la faiblesse des autres en termes de passing? Avec Ouais. tout le respect pour Igor, qui montre des choses, mais qui en même temps sur le passing là cette année. Moi, tu m'as vendu quelque chose sur la première draft de Draft Pick, j'attends. Enfin, j'étais très fan aussi, mais on va pas faire un état des lieux des rookies des Nets. Mais c'est vrai que est-ce que c'est pas causé par aussi le fait que la faiblesse du passing, c'est-à-dire que Danny Wolf n'est pas utilisé, alors que c'est un des trucs qu'il a. Enfin, il est blessé, je crois, mais il n'est pas utilisé alors qu'il a valeur de passing. De ce que j'ai compris, c'est quand même un intérieur qui a des dispositions. Terrence Mann, bon, c'est dur. Cam Thomas, valeur de passing, malheureusement, même s'il fait un bon début de saison, c'est assez négatif. Est-ce que c'est pas juste extrapolé peut-être visuellement par la faiblesse? Je te rejoins là-dessus sur le fait que pour l'instant, les rookies qui étaient donc tous des porteurs de balles avec du passing du côté des Nets déçoivent, que ce soit Ben Saraf qui est celui qui a plus le temps de jeu qui montre vraiment pas grand-chose. Trop peu d'agressivité, enfin pas de shoot non plus, donc aucune gravité Attention. pour attirer les défenses. Attention à la draft des yaourts nature sur un terrain. Ouais, Ben Saraf il est pas mal. Et du côté de Drake Powell et Danny Wolf, ils n'ont pas joué parce qu'ils ont toujours été en G-League ou sur le banc. Nolan Traoré, il a fait un match, c'était un match assez catastrophique face aux Rockets, vraiment très compliqué pour lui. Et puis il reste Egor Demin qui lui n'a aucune agressivité pour l'instant non plus. On voit des grosses difficultés sur son dribble. Après, j'arrive pas trop à juger si c'est vraiment une volonté, que ce soit du coaching ou c'est vraiment qu'il a une incapacité à éliminer son premier défenseur. Mais après, il y a d'autres choses un petit peu intéressantes. Mais en tout cas, ce qui fait que tous les créateurs dont on avait un peu l'espoir qui portent un peu cette équipe ne sont pas au niveau. Et donc c'est vrai que il faut bien que quelqu'un le fasse, mais ce n'est pas forcément inné que Michael Porter Jr. développe un peu cette vision du jeu-là, cette qualité de On passe-là. pouvait l'attendre même plus de Cam Thomas, peut-être de l'autre. Cam Thomas, je le trouve intéressant là-dessus aussi. À toute proportion gardée, encore une fois, il y a quelques lectures sympas. Après, c'est vrai qu'il aime toujours scorer. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui joue pas en sa faveur, c'est qu'il évolue au Nets dans une équipe qui n'est pas au niveau offensivement. Et du coup, ces stats de passing, elles ressortent pas du tout parce que les mecs autour de lui ne scorent pas. C'est un peu comme c'était un peu le cas pareil de Kate Cunningham il y a quelques temps avant que Détroit step up un petit peu. On pouvait reprocher parfois à Kate Cunningham de ne pas faire cette passe, mais il les faisait, c'est juste que les mecs les mettaient pas. Et là, Cam Thomas, je trouve que c'est un peu pareil sur ce début de saison. Je le trouve assez intéressant, mais je le trouve beaucoup moins intelligent dans sa prise de shoot et dans son utilisation. Il est plus utilisé en tant que porteur de balle principal. Le porteur junior, il est plus utilisé en mouvement, etc. Et ça lui va beaucoup mieux. Et puis même défensivement, je le trouve concerné. Enfin, pas tout le temps, mais il y a des fois, je le trouve vraiment concerné. Et encore une fois, je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, très agréablement surpris de Michael Porter Jr. Au global. Bah écoute, il faut que je me penche un peu sur les Nets, que ce soit pour toi essentiellement, pour savoir de quoi on discute, Mais oui, très
très intrigué parce que tu viens de me dire. Et puis j'ai vu le match contre les Spurs. J'avais pas Ouais. été transcendé par ce qu'il avait proposé, mais il y avait des séquences quand même intéressantes aussi. C'est plus Cam Thomas qui m'avait sauté aux yeux. Bah, après, c'est l'impression visuelle du scoring peut-être. C'est très grand par contre ta line-up et c'est un peu trop connu. Je pensais qu'on allait vraiment partir sur des petits plaisirs. Mais je me rattrape. Voilà, le Reggie de Nice, voilà, je me suis fait plaisir. Ben, je vais compléter mon bac courte. Je Je t'en vais supplie. compléter mon bac courte. Josh Okogie, Oui. très fan de ce qu'il Mhm. apporte aux Rockets. On pourra en discuter après, mais un peu sur ma fin de la défense des Rockets sur le début de saison. Je trouve que voilà, le full grand a un peu de limite, même si, enfin, alors ce qui m'embête un petit peu, c'est que je commence à voir les bienfaits de Kevin Durant en défense et je m'attendais pas forcément à voir ça. C'est-à-dire que je vois ce qu'il apporte et je m'attendais pas forcément à me dire ah mais en fait Kevin Durant il est bien en défense sur ce plan-là dans une équipe comme les Rockets qui avaient déjà une très bonne défense je trouve l'année dernière, enfin qui avait une excellente défense l'année dernière. Alors Josh Okogie pour vous raconter un peu la story voilà, je me lève pour regarder le OKC Rockets en direct, un match phénoménal et vlati pas que monsieur est envoyé sur Shai Gilgeous-Alexander en premier rideau. Et, contre toute attente, je suis plutôt séduit par ce qu'il fait, ce qu'il propose, sur de la provocation un petit peu de lancer, du premier rideau. Donc c'est-à-dire que, là aussi, un petit peu comme ce que je te disais pour le passing de Michael Porter Jr., je trouve que la défense premier rideau des Rockets, et c'est là où je vois un peu aussi la perte de Dylan Brooks, qui je trouve se fait un petit peu sentir. Josh Okogie apporte vraiment des choses intéressantes sur la défense de premier rideau. Alors il n'a pas des stats d'interception qui sont phénoménales, je crois, mais assez séduit parce qu'il est capable d'apporter. Et puis voilà, ça reste Josh Okogie, donc c'est un 3 c'est un 2 qui est capable de space un petit peu. Voilà, moi j'ai été très séduit par le fait qu'il soit beaucoup envoyé sur les meilleurs attaquants. J'ai regardé Nets Rockets, il était aussi un peu sur Michael Porter Jr. sur certaines séquences et il tient, je trouve qu'il tient. Voilà, voilà, là c'est vraiment juste si j'avais dû retenir un joueur de ce match-là entre Rockets et Thunder, j'ai même hésité à en faire un thread sur Twitter. Josh T'es Okogie, complètement fou. qui va vraiment. Voilà. Le mec Donc, tourne à ok. 60% à 3 points Mais encore. oui. Donc, Voilà, enfin, donc le match d'Alperen Sengun, le Shai Rien, ultra clutch rien, et rien. très bon en défense premier rideau aussi, non? Non, bien De sûr. Josh Okogie. Et oui. Mais voilà, j'ai été. Je pense que j'avais dû noter ma première impression. Peut-être le premier truc que j'aurais dit en sortie de match, c'est waouh, mais Josh Okogie, mais il a bien tenu Shai en fait. Mais, mais oui, justement, je me rappelle, tu m'as dit après avoir vu ce match-là que ah bah ça y est, pour la draft de la première semaine, j'ai déjà mon premier nom. Je me suis dit, ok, le mec il va me parler d'Alperen Sengun, il va me parler de Shai, y a pas de souci. Et ben non, mais c'est vrai que j'oublie toujours ton, ton goût particulier pour les joueurs au petit minutage et au faible usage et au choix de draft assez profond. Ouais, non, quoique lui Mais il est même 20e pas. pick, donc Le ça va, ouais, il est 20e, 20e pick en 2018, ouais. Oh, la Mais QV bah, je te laisse 2018. continuer. Oh là là. La QV 2018. Faudrait qu'on fasse une draft de draft un jour. Genre, on prend la draft 2020, qui est terrible, qui est terrifiante, et on draft des joueurs de la 2020. Bien sûr. Avec plaisir. C'est terrible. C'est terrible. Mais ouais, du coup, voilà, Josh Okogie voilà, et je suis sur sa fiche basketball référence et dans ses surnoms, Obi-Wan Okogie. Wow. J'aime bien, Donc, j'aime bien. beaucoup- Voilà. Donc, Non, il y voilà. a un truc, et c'est intéressant. Faut bien trouver des surnoms aux joueurs dont on n'a pas grand chose à dire, hormis toi, visiblement. Mais non, mais je te. Sans blague, je te rejoins un peu. Il a même débuté des matchs, pardon, sur les Mais dernières rencontres. c'est le partenaire de backcourt de Heyman. Mm. Chose à laquelle je m'attendais pas forcément. Ouais. Donc un petit peu de positif sur ces Rockets, ce qu'on n'aurait pas forcément cru vu le début de saison
un petit peu décevant, avec beaucoup trop de points accordés. Et puis c'est vrai une attaque qui pose un peu question. Il y a ouais, une utilisation globale des line-up un peu étrange, je trouve. C'est pas toujours autant de complémentarité. Et puis surtout l'impact de Rich Shepard qui est aussi positif en attaque que Oui, négatif en défense. Mais je trouve que malheureusement. dès qu'il arrive sur le terrain, on voit vraiment l'apport de Rich Shepard, quoi. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment positif si on voit autant le positif de Rich Shepard pour les Rockets. C'est Et c'est sûr. là du coup que ouais, la blessure de Fred VanVleet se fait vraiment ressentir. Est-ce que je peux Donc enchaîner voilà. sur mon quatrième joueur? On note quand même que ma line-up ne dépasse pas, je pense. Là, il n'y a aucune. Rien. C'est Keyshawn George, le franchise player de mon équipe. Attention. C'est Ah, tu restes dans tes classiques, écoute, on ne change pas. Les chiens ne font pas des chats, j'ai envie de dire. mes petits plaisirs. Mes petits plaisirs. Et je vais tranquillement commencer à baisser un petit peu en réputation, en Ah. fame et en contrat aussi. Parce que je vais partir sur Walker Kessler. Mais je pèse pas en taille du tout, par contre. Je monte encore un peu. Voilà, Mais non, il raquette. fallait bien parler de Walker Kessler. On en a parlé déjà, donc je sais que tu partages un petit peu Nikola Jokic. cette recommandation. Voilà, ce nouveau Walker Kessler qui est vraiment ultra intéressant. Walker Kessler se découvre un shoot. L'année dernière, il en prenait déjà. J'avais souvenir d'avoir vu le Jazz pardon, et de me dire ouais ok on donne un peu de shoot à Walker Kessler mais en même temps on est en train de tanker donc on se dit pourquoi pas écoute si ça marche on prend si ça marche pas c'est pas grave ça nous faire perdre des matchs mais là cette saison non il continue et surtout C'est il les rentre là où 75%. ouais c'est ça mais là où l'année dernière il en avait pris 34 sur toute la saison cette saison, il en a déjà. Oh non, il en a pris que 8 pardon, je m'enflamme un peu. Mais non, en tout cas, bon, il y a une vraie volonté visiblement d'essayer et de lui offrir ces shoots-là. Et donc, c'est déjà ça, c'est intéressant puisqu'il les met. Donc, encore une fois, c'est comme pour le cas de Quinten Post, c'est absolument pas valeur de vérité, c'est ce qui s'est passé à l'instant T. Et pour l'instant, bah, on profite de ce qui se passe vu que c'est très cool. Mais c'est surtout le passing et puis l'importance dans le collectif et dans l'attaque géniale du Jazz qui est super importante. Où tout le monde est vraiment responsabilisé un peu de la même manière. Où j'ai l'impression que y a tout le monde pourrait jouer un peu toutes les phases des systèmes avec parfois des Laurie Markkanen qui viennent porter la balle pour jouer des écrans avant de servir Walker Kessler sur short roll, etc. Mais tout ça peut un peu s'inverser avec beaucoup de mouvements, etc. De joueurs qui vont et qui viennent. On a du Zvi Mikhailuk qui est titulaire en 2025, mais qui n'est pas là non plus que pour prendre des shoots. Parfois Il a il vient commencé sa remonter carrière la aux balle. Pistons, non? Ouais, Magnifique. ouais, dans un moment très sombre, mais ouais, il a joué aux Pistons. Enfin bref, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se mettent en place. Et dedans, il y a Walker Kessler qui vient un peu rajouter un peu de la cerise sur le gâteau dans tout ça, parce qu'il y a vraiment la surprise d'un joueur qu'on ne savait pas. En tout cas, moi, je ne savais pas qu'il avait ça en lui. Vraiment des qualités de passing. J'ai vu une passe à un moment donné cet après-midi. J'ai hésité à l'isoler, à la mettre sur Twitter, mais vraiment une passe un peu à la Hartenstein où il est poste haut. Il garde la balle suite à un end-off. Et après derrière, il y a un back screen pour du coup l'attaquant je sais plus qui c'était, peut-être Mikhailou, justement, qui va au panier, etc. Et il arrive du coup à glisser la passe de manière un peu nonchalante à une main avec le rebond et qui passe vraiment pile poil entre les deux défenseurs. La passe, elle était vraiment magnifique. Du coup, j'ai hésité, je me suis dit, ok, c'est Filipowski. Je vois un grand blanc du côté du Jazz, je me dis Filipowski, non, c'est pas lui. Markkanen serait vraiment étonnant, mais non, du coup, c'était vraiment Walker Kessler. Et ouais, donc voilà, c'est cette utilisation dans cette attaque qui marche vraiment bien. Et du coup, je me demande vraiment quel est l'intérêt du coup pour le Jazz de faire ça. On sait qu'ils veulent l'échanger depuis Voilà. des années et des années. Ils ont toujours pas renégocié son contrat. Alors qu'il pourrait, vu qu'il est dans la même draft que Paulo Banchero et consorts, d'autres joueurs qui ont déjà été renouvelés. Lui, c'est pas le cas parce que bon, apparemment, c'est une valeur marchande intéressante pour le Jazz. Mais voilà, non, vraiment, vraiment très surpris. Je vais te laisser dire deux mots là-dessus. Je sais que tu as vu un peu le Jazz et que tu partageais un peu mon avis là-dessus. Mais Mais je pense que oui, c'est. Après Wemby, c'est sans doute mon coup de cœur de ce début de saison en numéro 2, je pense. ouais. Moi aussi, très. If I speak, Walker Kessler fait un meilleur début de saison de Paolo Banchero. Bah oui, évidemment, oui.
Pas Là-dessus, il n'y a compliqué. Pas pas trop de compliqué. débat. Mais ouais, très séduit par le jazz au global. Je t'en ai parlé, voilà, j'ai très séduit. Je suis pas allé, je sais pas ce que t'as fait pour voir cette séquence, mais je pense que du coup tu t'es fait tout le jazz. Tu as regardé. Non, j'ai vu le match tout simplement de. Ah, tu as regardé le match. J'ai regardé le match face aux Blazers, ouais. Tu as regardé le match, ouais, moi j'ai pas regardé. Mais du coup, ouais, très séduit par le. Surtout, ça me séduit parce que j'ai des bons espoirs. Enfin, c'est compliqué sur ce genre de pivot. Voilà, là, il prend des 3. Voilà, j'ai un peu moins. Déjà que je suis assez, entre guillemets, je tempère sur poste, je vais tempérer encore plus, je pense, sur Kessler. Parce que même si l'attaque est très fonctionnelle, je pense que essentiellement c'est pour le valoriser. Et que bah, je suis pas sûr que il va arriver, s'il change d'équipe, on va dire, ah, ben, c'est un stress. Enfin, il peut rentrer des 3. Faites attention, ça coûte plus cher parce qu'il peut rentrer des 3. Je suis pas spécifiquement sûr que ça soit un argument très bon si Danny Ainge l'utilise. Non, moi le passing, ça me plaît pour la bonne et simple raison que c'est cool d'avoir un pivot qui sort un petit peu de sa spécialisation de rim runner, rim protecteur et qui prend justement cette direction que tu disais de Hartenstein qui sont des profils en fait qui commencent à être de plus en plus valuable, qui commencent à être de plus en plus rares, mais qui aussi commencent à être de plus en plus compliqués à jauger financièrement aussi parce que Hartenstein, ok, ici a mis le prix, mais on peut dire ce qu'on veut sur la valeur du joueur, c'est un tout petit peu cher quand même pour Hartenstein et ça questionne aussi un C'est peu. trop cher pour un top 40 NBA, tu trouves? Il n'y aura pas de suite de top 100 les amis, désolé. Désolé. Je sais que ça vous manque, mais non, mais un top 40, si tu veux. Si tu veux. Bizarre, pas de Rudy Gobert dans la draft du début de saison. Non, j'ai pas encore regardé une seule fois les Wolves. Ouais, moi j'ai regardé les Lakers en début de saison, sur la mixtape de Luka. Mais voilà, ouais, j'aime bien Walker Kessler, c'est un joueur que j'aimais déjà bien quand il est arrivé. Si là en plus il développe du passing dans l'attaque du Jazz, qui est un petit régal, juste déçu que Ace Bailey ait pas beaucoup de tickets. Enfin, pas beaucoup de tickets. Ça m'embête qu'on puisse pas lui en faire profiter autant pour Zvi Mihailouk. Voilà, Magnifique peut-être ça. prononciation. Ouais. Mais du coup, voilà, pas grand chose à dire sur Walker Kessler parce que c'est un joueur que j'aime bien et qu'on en a déjà parlé sur, sur notre conf Discord. Mais oui, voilà, ta raquette est immense et injouable. Mais voilà. J'imagine déjà les drives de Wemby sur des passes à rebond de Kessler, ça va être sublime. Ouais, après ça a manqué un peu de spacing quand même avec mon meneur dont j'ai pas encore parlé, mais je vais te laisser terminer toi du coup avec ton coach, c'est ça? Bah non, parce qu'il Ah non, faut avec ton encore dernier que je joueur, oui, remplace pardon, mon oui, poste ton dernier joueur. 3. Allez, mon Cédric. Mon Cédric Coward. Viens là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai que j'ai une équipe là en termes de largeur d'épaule, faut se lever. Parce que Reggie Dennis, du coup, t'as vu, en fait, c'est un Golgoth. Keyshawn George, c'est pas mal aussi pour son côté, parce qu'il est fin, Keyshawn George. Chute de micro, Tout va bien. maîtrisé. Mais ouais, Cédric Howard, très séduit par ce qu'il propose. Alors, évidemment, alors, on va remettre les choses dans le contexte. Il shoot à 64% à 3 points. Il est à 16 points, 3 rebonds, 2 passes. Alors déjà statistiquement, c'est un des 3. Voilà, on a remplacé Bane par Bane. Concrètement, hein, c'est très intéressant ce que je vois de Cédric Howard. Mais moi, surtout, ce qui me plaît, c'est le côté. Il y a très peu de choses qu'il sait pas faire. Déjà, il est très bon dans la circulation d'écran. Voilà, moi j'ai vu des séquences contre les Pels qui, certes, n'avaient pas forcément de matériel à vraiment mettre des écrans efficaces, même si Herb Jones et Trey Murphy sont pas des mauvais poseurs d'écran en soi. Mais moi j'ai vu des choses très efficaces sur la navigation, le jeu off-ball, pardon. C'est des montées de balles de Ja Morant et Cédric Howard qui circule dans les écrans et qui en fait passe facilement l'épaule sur des joueurs peut-être un peu plus confirmés, qui ont un peu plus de vis. Valeur de spacing
plus. Donc quand tu as perdu Desmond Bane, moi je trouve ça hyper intéressant. Capable de jouer au poste. Voilà, j'ai vu des séquences où, à la manière de ce que je disais de Keyshawn George, il est capable d'enfoncer le défenseur et d'aller chercher le petit hook, le petit flotteur. C'est pas très beau à voir, mais qu'est-ce que c'est efficace. Et pour l'instant, ça passe. Et ça, c'est cool. Ensuite, gros moteur. Donc ça, dans une attaque des Grizzlies qui utilise sur le début de saison pas mal les qualités de passe, de relance, notamment de Santi Aldama sur ses rebonds, où il est très vite, il se retrouve très vite à jouer assez long sur le terrain sur un Ja Morant qui ensuite va permettre voilà, le alley-oop ou la petite passe pour Cédric Coward. Je trouve ça assez intéressant. Et puis je commence à voir des choses en défense. C'est déjà très sérieux. On en a parlé dans dans notre première draft qu'on a fait. Je l'avais choisi. Et voilà, j'étais très surpris aussi, parce que c'était un des trucs que j'avais fait. Son point négatif pour moi, c'était sa capacité à absorber le contact. Bah, en fait, il a aucun souci, parce que j'avais un peu sous-estimé son profil physique, c'est-à-dire que visuellement, je pense que je l'avais peut-être pas assez vu, peut-être pas assez scouté sur des highlights purs et durs. Et même si tu m'avais envoyé un fabuleux lien, fabuleuse chaîne de highlights full sur les prospects, et en fait, là, il donne une impression physique de haut du corps qui est phénoménale. Et puis, ouais, j'adore la mécanique. J'adore sa mécanique de tir. Je place la mécanique partout, mais je trouve ça très encourageant. Et puis, les lancers rentrent. Et ça me rassure aussi. Parce que des joueurs qui ont des surchauffes à 3 points, mais au lancer ça rentre pas, ça peut parfois un peu balancer la confiance. Mais ouais, moi, Cédric Coward, je suis très très fan. Pour moi, c'est le meilleur rookie du début de saison. Même si VJ Edgecombe est intéressant, je trouve qu'on en fait un petit peu beaucoup, peut-être un petit peu trop par rapport à ce qu'il produit. Mais pour moi, je mets Coward et Harper devant. Mais en tout cas, très fan de ce que Cédric Coward fait dans l'attaque de Memphis, qui est pas inintéressante non plus. J'avais hésité à parler de Javon Small aussi, du côté des Grizzlies. Petit rookie qui est pas mal aussi. Mais voilà, Cédric Coward qui vient compléter mon 5 et que je place en poste 3. J'ai pas encore eu le temps de regarder les Grizzlies. J'ai juste vu tous les shoots Enfin, en gros, je me suis fait Javon Small parce que j'ai vu pas mal de trucs là-dessus. Du coup, je voulais me renseigner un peu sur le genre. Mais non, Cedric Coward, j'ai pas encore eu le temps de le voir. Est-ce qu'il, je serais curieux de savoir. Il joue du coup avec les titulaires. Il joue entouré de Jack Jackson Ouais. et compagnie. Ouais, Donc, ouais. donc, il a, ok, Il est donc dans le. c'est intéressant. Il a débuté. Ah non, j'ai rien dit, il a pas débuté de match. Je pensais qu'il avait débuté des matchs, mais non. Il n'a Non, pas mais après, en débuté de cours match, mais il a ça énormément de s'adapte. séquences, notamment contre les Pacers, où il a terminé, où il a été sur énormément de séquences, notamment où il était le partenaire de backcourt de Ja, parce qu'il est essentiellement utilisé en arrière, parce que voilà, j'ai plus les line-up en tête des Grizzlies, mais il est essentiellement utilisé en arrière, puisque KCP, je pense, joue plus et plus 3 et voilà, après ça dépend des fois. Mais ouais, il a des grosses séquences au côté de titulaire et c'est peut-être là que je le trouve le plus efficace aussi. Et parce que la complémentarité en transition avec Ja, elle est assez évidente. C'est-à-dire que le playmaking de Ja en transition lui sert beaucoup pour ce qu'il est capable de produire. Donc ouais, moi j'ai été assez séduit par ce qu'il a proposé et j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir nous. Et puis aussi le playmaking que j'ai pas noté puisqu'il est quand même sur un turnover percentage qui est très très honnête alors qu'il a un assist percentage coup-ci coup-ça. Du coup, même s'il passe pas trop, il arrive à limiter un peu la perte de balle. Et puis 170 de PCA, bonjour monsieur. Donc voilà. On a joué 4 matchs cette saison, normalement 4 ou 5, ça dépend des équipes. Donc Coward est là-dedans aussi. On va donc jouer un jeu dangereux. Je vais te laisser une comparaison avec qui tu pourrais comparer Cedric Coward après 4 matchs ou 5 matchs de NBA. On sait que c'est un jeu qui peut être assez risqué. Et est-ce que tu aurais des petites pistes pour ce rookie des Grizzlies? Je vois beaucoup de Paul George dans la Ok. méca. Déjà rien que dans la méca de tir très
parce que Paul George a une mécanique où il est quand même assez proche du sol. Il a pas voilà, il a une mécanique de lancer qui est assez lente et assez smooth. Cédric Howard n'est pas aussi smooth. Il a pas le handle hein, évidemment de Paul George, mais je trouve que dans la capacité à absorber le contact, à se déplacer dans les écrans et à avoir ce côté très liane qui est capable de circuler et aussi d'avoir un tout petit peu le ballon. Je trouve que c'est un. Voilà, j'aimerais bien que Paul George soit utilisé comme ça aux Sixers, c'est-à-dire un peu de jeu au poste, capable de punir sur certaines séquences. Et voilà, après, c'est Paul George avec un moteur de. Paul George avec le moteur de Ja Morant. Voilà, globalement. Intéressant. Mais ouais. J'aime bien aussi les stats défensives. 1,3% de block percentage, c'est pas inintéressant. Bon, après, on a joué 4 matchs. Hein. Voilà. Donc, on va rester, rester prudent là-dessus. Mais ouais, moi j'étais déjà séduit et puis le fait que le shoot rentre, c'est la confiance au shoot. Genre vraiment, je la ressens et ça fait du bien dans l'attaque des Grizzlies qui manque un peu des fois de. Voilà, parce que KCP, malheureusement, KCP, il rentre plus trop les tirs. Donc c'est compliqué. Jarek Jackson Jr. est surtout utilisé en porteur de balle, tête de raquette, donc moins utilisé en spacing. Et Ja a tendance à prend moins de mauvais tirs qu'on a pu en dire dans notre épisode où on en parlait sur le top 100 sur le shoot à 3 points où je trouvais ça difficile. Là ça va un petit peu mieux. Donc voilà. Et puis Santi Aldama a jamais été un grand space. Enfin, il peut, mais bon, voilà quoi. Donc voilà, petit Cédric Howard. Je vais pouvoir donc conclure avec mon dernier joueur. Un dernier joueur qui est aussi un rookie. On termine tous les deux par un rookie de la conférence Ouest. Je vais parler de Jeremiah Fears. Ah non. Non, il me fallait quand même il me fallait un meneur. Ah, t'aurais pu le mettre en meneur, Cooper. Ouais, bon, on a vu ce que Jason Kidd en fait. Du coup, c'est super. Absolument 20% d'usage, très peu de sets pour lui, etc. Donc ouais, merci Jason Kidd, mais il serait temps d'évoluer un petit peu sur le cas Cooper. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Non, je suis là pour parler de Jeremiah Fears, qui est un joueur avec des défauts, rookie drafté en 8ème position, je crois. 7 ou 8. Non, 8, c'est Igor. Et bah Ça ouais, doit être 7. 7, ouais, juste avant, ouais. 7ème position par les Pels. C'est vrai que t'as un bel enchaînement. Bel enchaînement. Fears des mines. Beau plaisir. Ouais. Deux joueurs dont j'ai passé trop de temps cet été à regarder les matchs universitaires, et un début de saison que je trouve très encourageant pour Jeremiah Fears, puisqu'il a du temps de jeu. Il a starté quelques matchs au profit de Jordan Poole, notamment dans une équipe des Pels qui se cherche encore et qui n'est pas du tout compétitif pour le moment. Et ce que je trouve vraiment cool au sujet de Jeremiah Fears, du coup, c'est pour ceux qui se sont intéressés comme moi, il y avait pas mal de questions. C'était comment est-ce que ces qualités de basketteur universitaire vont pouvoir se transposer en NBA, puisque avec Jeremiah, on parle d'un très petit meneur. Je crois qu'il doit faire un peu en dessous d'1m90, il doit faire la taille de Steph Curry globalement. Donc tout en étant assez sec. Il est pas frêle non plus, mais on n'est pas du tout sur un athlète très, très robuste. Et 1m93. 93, ok. Donc un peu plus grand que Steph Curry, que les meneurs un peu, toute cette tranche de Kyrie, etc. Il est un petit peu plus grand. Mais voilà, on n'est pas sur un athlète assez imposant, mais qui avait pourtant comme qualité principale son explosivité et son drive et sa finition en cercle. Et on sait que généralement ça passe ou ça casse pour ce genre de profil. Parce que les défenseurs que tu trouves en NCAA ne sont pas du tout les mêmes que ceux que tu trouves en NBA. En NBA, ils sont plus grands, ils sont plus costauds, ils sont bien plus intelligents aussi. Et pour l'instant, du coup, on a ces qualités-là qu'on retrouve avec beaucoup d'agressivité vers le cercle, encore une fois. Et je trouve ça vraiment très cool qu'on le laisse jouer sur ces qualités-là, qu'on ne cherche pas à faire de Jeremiah Fears un shooter, notamment qu'on pourrait voir en lui parce que c'est un petit arrière, mais non, du côté des Pels, on a cette volonté de drive et parfois déjà quelques flashs à la finition, toujours sur sa main droite où il a
peut vite finir vraiment très haut sur le plexi parce qu'il est petit, il faut qu'il aille éviter les défenseurs. Donc il a cette capacité-là à essayer de passer par-dessus avec des sortes de bras roulés pour terminer en étant vraiment assez éloigné du panier avec des superbes finitions. Et même si c'est encore très, très irrégulier, notamment sur le shoot extérieur, il y a des pertes de balles, défensivement c'est compliqué. Il a encore trop peu de valeur off-ball parce que sur les cotes, etc., pour l'instant, je n'ai pas trop vu cette saison. Mais aussi, c'est le fait qu'il a jamais été responsabilisé autrement que balle en main quand il était plus jeune. Donc ça n'aide pas, va falloir du temps. Mais en tout cas, sur ces qualités-là, sur son drive, sa qualité de dribble, encore une fois, sa percussion, tout ça, il est là. Il est plutôt valuable. Et voilà, un développement qui va être très intéressant à suivre parce que c'est un joueur qui est encore assez brut, comme avec tous les défauts que je viens d'énumérer, mais qui a une qualité fait partie des celles qui est le plus difficile à avoir, je trouve, pour des meneurs de cette taille-là. C'est vraiment l'explosivité et la finition au cercle qui est de plus en plus importante, je ne sais pas, mais en tout cas qui est très très importante aujourd'hui en NBA. Et voilà, donc un peu de positivité sur un meneur rookie, ce qui n'arrive pas forcément tout le temps pour ce profil-là. On sait qu'ils ont tendance à démarrer timidement leur carrière, généralement avec beaucoup de déchets, etc. C'est le cas, mais il y a quand même des points positifs et j'avais envie de le souligner du côté de Jeremiah Fears. Bah oui, c'est clair que c'est déjà un des meilleurs drivers de sa QV, je pense. Et surtout quand on voit ce qu'il y a en face. Alors, Trey Johnson est un peu plus grand, mais lui, là, le drive cette année, ça va être compliqué pour lui. C'est Baptiste qui en parlait, je crois, sur Twitter, et j'en discutais avec lui. Le drive de Trey Johnson m'a l'air très compliqué cette année, encore une fois, à développer du fait qu'il a l'air d'avoir un peu peur du contact. Ce que, comme tu le dis, Jeremiah Fears n'a pas peur. Pas peur du tout, non, il n'hésite pas. Peur du tout. Mais ce qui serait intéressant, c'est peut-être Qu'est-ce que tu penses potentiellement d'une association avec JP sur le backcourt? Et toi, est-ce que t'es confiant sur le tir à 3 points? Je sais plus ce que tu en avais dit sur ce genre, parce que là, il est à 11%. C'est compliqué. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer, ou alors il y a vraiment une lacune qui est pointée et qui, malheureusement, entre guillemets, on va devoir faire un peu avec sur le début? Je suis pas du tout un expert pour tout ce qui est mécanique et puis évolution des joueurs quoi, comparé à leur shooting, etc. Donc j'ai pas l'impression d'avoir d'avis particulier à donner, mais en tout cas ce que j'ai vu, c'est que c'est un joueur qui a toujours des difficultés dans ce registre-là. Donc ça me paraît compliqué. Il part de plus loin que certains meneurs de sa QV qui étaient un peu dans le même avec les mêmes défauts. Je pense à Igor Demin en premier lieu. Mais ça va être nécessaire en tout cas. S'il veut se faire une place durablement en NBA, ça me paraît compliqué de ne pas être stable un minimum au shoot. La saison passée, je crois qu'il était à 29% Je viens de vérifier. à la fac. C'est 29. Donc après, il y avait beaucoup de pull-up, etc. Parce que c'était le créateur principal de son équipe. C'est un peu la manière d'un Trae Young où c'était vraiment lui l'initiateur principal du jeu, donc on le laissait prendre des pull-ups, on le laissait prendre des tirs vraiment très compliqués. Sur ce début de saison, pour l'instant, il y a pas, il reste dans des tirs relativement bons à 3 points. Il les rentre pas pour le moment. L'échantillon petit, on verra comment ça évolue. Je serais pas hyper positif pour l'instant sur Jeremiah Fears. Après, je lui souhaite évidemment parce que c'est un joueur qui est ultra kiffant à regarder jouer, autour duquel j'ai envie que les Pels essayent de construire et de trouver des compromis positifs là-dessus. Et voilà, on va suivre tranquillement son développement, regarder ses matchs au fur et à mesure, espérer que ça rentre dedans. Et puis que peut-être que au fur et à mesure que les défenses auront compris la menace potentielle de son scoring et de son drive, il pourra en tirer profit et puis créer des décalages. Et peut-être qu'il aura aussi une valeur là-dessus. Utilisé à côté d'un meilleur shooter, d'un meilleur défenseur. Faut qu'il apprenne à jouer off-ball aussi, mais tout ça, ça peut se faire. Et puis voilà, tout est dans les mains du coup maintenant du front office et du coaching staff de la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, Willie Green, on compte sur toi. Et puis voilà, bonne chance à notre petit 7ème pick de la dernière QV.
Et du coup, ce qui vient compléter mon 5 de cette draft de la première semaine, avec Jeremiah Fears et on va dire Michael Porter Jr. sur le backcourt. Et puis après, Brandon Ingram, Victor Wembanyama et Walker Kessler. Un très beau 5 de joueurs plutôt kiffants. Et puis je ne vais pas terminer par mon coach, puisque ça va être à ton tour. Je vais te laisser parler de ton coach. Et en espérant que tu ne prennes pas celui dont j'avais envie de parler, je t'écoute, Oscar. Eh ben écoute, déjà petit rappel de ce que j'ai sorti. Reggie Dennis, Josh Okogie, Cédric Howard, Kishon George et Quinten Post. Voilà mon 5. Mon 5. Et du coup, je me suis dit que j'allais te laisser potentiellement le coach dont tu avais envie de parler. J'ai eu envie de parler un peu de Spoelstra. Parce qu'on n'a pas parlé de... Voilà, je prends Eric Spoelstra et ça a eu une valeur purement informative, en fait, ce choix presque. Pour la bonne et simple raison que c'est super cette petite attaque du hit. Très cool, très très cool à regarder. Ball handling de Ray Merakes Jr. Qui fait une seconde jeunesse, déjà qu'il n'était pas très vieux. Et voilà, très séduit par la pluralité des tickets shoot qui, je trouve, apporte vraiment de la variété, c'est-à-dire qu'on a cette possibilité d'avoir parfois Andrew Wiggins, parfois Norman Powell, et je crois qu'on en avait discuté dans la... Comment dans la tier list, on avait parlé de Norman Powell, et on avait quand même remis pas mal en question le fit Norman Powell, même si on était conscient de ce qu'il pouvait apporter de positif, et moi, ce qui me fait très plaisir, c'est toujours cette capacité à sortir des joueurs du chapeau d'Eric Spoelstra. Drew Smith. Ouais, Drew Smith, ouais. Drew Smith, alors, il y avait déjà eu des petits flashs avant que, je crois, il se fasse les croiser, un truc comme ça l'année dernière. Il se blesse alors que c'est pas tout mal. Drew Smith, Ray Merakes, on le connaissait, mais quand même, faut le ressortir après sa saison dernière compliquée. J'étais déjà assez fan de Pelle Larsson, j'aime toujours autant. Donc ouais, voilà, Eric Spoelstra, c'est peut-être le meilleur mec, le mec le plus fort que je sorte en fait de mon équipe, c'est mon coach. Et ouais, très séduit par cette attaque du hit, la pace, je m'attendais pas forcément à voir ça. Et puis vu que Davion Mitchell est dans cette équipe et que j'adore Davion Mitchell, je choisis Eric Spoelstra. Miami qui est pour l'instant la 5e attaque de la ligue. On est à l'offensive rating, ils sont 5e avec 122 points par match. Moi je vais choisir le coach de la 4e attaque, celle qui est juste au-dessus. Et je vais être assez court parce qu'on en a déjà pas mal parlé durant cet épisode et je vais parler de Will Hardy pour Utah, Je pour pensais le que Jazz. tu allais parler de Jordi. Jordi Fernandez, en fait, je suis conscient que je suis un des seuls à vraiment kiffer ce qui se passe du côté de Brooklyn. Parce qu'il y a des shoots bizarres qui sont pris, c'est pas toujours cohérent, c'est juste il y a certains systèmes offensifs qui parlent beaucoup. Donc voilà, mais si je dois être vraiment, vraiment sincère, c'est vraiment le Jazz que je préfère regarder jouer. Même si j'ai un peu moins d'affect envers les joueurs qu'il y a là-bas, en termes vraiment de système collectif et de ce qui se fait. Le Jazz est déjà très intéressant depuis 1-2 ans, enfin depuis l'arrivée de Will Hardy, je sais plus quand est-ce qu'il est arrivé. Et je m'étais jamais vraiment trop penché, je regardais des matchs par-ci par-là. Mais étant donné que voilà, l'équipe n'était pas la plus intéressante de par ses individualités, en tout cas c'était mon avis. Là j'ai décidé de m'épancher en ce début d'année parce que les équipes performantes de la conférence Ouest me parlent un petit peu moins, avec pas mal de blessés, que ce soit du côté des Lakers notamment. Et non, mais j'ai vraiment kiffé ce que j'ai vu. Et voilà, merci pour l'attaque, pour cette variété, pour tout ce mouvement et pour l'inspiration que ça donne. Et j'ai envie de montrer des matchs et des possessions du Jazz à tous ceux qui pensent qu'en NBA tout le monde joue pareil et que voilà, tout est un peu statique, tout se ressemble. Regardez les Nets de Jordi Fernandez, même si ça ne gagne pas, même si ce n'est pas efficace. Regardez le Jazz de Will Hardy. Et puis je pense que si vous aimez le basket, vous aimerez forcément ce que vous voyez voilà, en regardant ces matchs-là. Vraiment très cool. Et puis voilà, on va suivre du coup le Jazz avec une attention toute particulière cette année. Et voilà, je crois que c'est pareil de ton côté, donc voilà une recommandation un peu de la relève au global, j'ai envie de dire. Exactement. Mais en tout cas, ce qu'on note, c'est qu'on a pris 2 coachs avec du mouvement de balle. Spoelstra, c'est dans un autre registre de responsabilisation partagée. Toi, je pense qu'il y a beaucoup plus de circulation je pense qu'il y a beaucoup plus de circulation
que moi de ton côté. Mais ouais, j'aime assez bien. Je m'attendais à ce que tu parles de Jordi parce que tu m'avais fait un pamphlet sur Discord pour me parler de Jordi Fernandez. Et voilà. On note qu'on n'a parlé d'aucune équipe dont on est fan, ni les Pistons, ni les Blazers, ni les Knicks de mon côté, ce qui est une bonne chose, parce que j'ai failli parler de Tyler Kolek, mais il n'est pas assez minuté. Mais voilà, magnifique. On fera peut-être un petit... Est-ce que tu veux nous rappeler ton 5, même si tu l'as fait déjà avant que je te donne mon coach? Ouais, je peux ajouter du coup Monsieur Willardy, à Jeremiah Fears, à Michael Porter Jr., Brandon Ingram, Victor Wembanyama et Walker Kessler. Et je sais plus si on l'a dit en début d'épisode, mais pour cette draft-là, il n'y aura pas de vote, pas de vainqueur. C'est vraiment juste une draft du kiff. Voilà. Parce que l'objectif, c'était pas forcément de faire le meilleur 5. Et parce que sinon, je pense qu'Oscar aurait fait le sien différemment. Et voilà, donc pas de vote pour le prochain. On va se retrouver très prochainement avec une draft dès la semaine prochaine, j'imagine. Voilà, où on attendra vos avis. Très intéressante, très clivante celle-ci. Mais avant de parler de ça, un petit récapitulatif pour Oscar et son équipe, coaché par monsieur Eric Spoelstra. Bah écoute, à la main, on a Reggie Dennis, Josh Okogie en arrière. J'ai mis Cédric Howard au poste 3, Keyshawn George au poste 4 et Quinten Post au poste 5. Quinten Post au poste. Ça, c'est pas mal. On note aussi que je suis capable de switcher sur quasiment tout, je pense, avec mon 5. Même si Post peut avoir valeur potentiellement négative sur les switches, même si il est pas tout mal. Mais j'aime assez bien. Petite question comme ça, je te balance une petite boulette. Si tu devais, au lieu, alors peut-être pas un 5 complet, mais nous sortir peut-être le joueur qui t'a fait l'effet inverse de la draft du jour, c'est-à-dire vraiment peut-être le high, le très forte attente, déception quand même assez forte peut-être sur ce début de saison. Là, comme ça, je pense à un coach surtout. Je pense à Jason Kidd. J'avais beaucoup d'attentes pour les Mavs et je suis vraiment très déçu de ce qui se passe. Je m'attendais à, ne serait-ce que pour l'utilisation de Cooper Flag, le trop de minutes qui est donné à D'Angelo Russell. Je comprends pas toujours la volonté offensivement. Donc ouais, je dirais Jason Kidd. Sinon après non, je pense que Ben Saraf, même si j'avais pas beaucoup d'utilisation, enfin d'espoir sur le cas de Ben Saraf, c'est vrai que le voir avec autant de minutes de jeu, je suis un peu déçu. Et puis Igor Djumin, forcément pareil, je m'attendais à mieux. C'est vrai que les rookies des Nets sont plutôt décevants. Donc voilà, après 5 matchs, ce qu'il en est. Donc toi, qui aura la primeur de ta déception? Eh ben écoute, c'est vrai que je pose des questions sans forcément réfléchir à mes réponses à moi. Non, là je vais peut-être faire un peu le fan, assez déçu de la valeur de Gershon Yabusele, qui a du mal à trouver son minutage. Voilà, donc ça pose quand même question sur les rotas de Mike Brown. Déjà que j'ai des questions sur les rotations de Mike Brown de base, de ce qu'il propose sur le début de saison, mais l'utilisation de Gershon me déplaît un tout petit peu. Et lui n'a pas le bénéfice du tir qui rentre. Mais déjà voilà ça. Et aussi ouais, un peu déçu de comment? De Ryan Kalkbrenner du côté des Ah ouais? Hornets, que j'avais trouvé très intéressant à scouter, et que voilà, j'ai un peu de mal avec avec ce qu'il produit. Et puis voilà, si je devais me faire une petite mention moi, de joueurs que j'ai pas réussi à rentrer, Jrue Holiday, que j'ai très beaucoup apprécié dans Très beaucoup, ah ouais, carrément. Très beaucoup. Très beaucoup. Donc, non, ça va Il est vraiment trop être tard. vraiment trop bien. Non, franchement, j'ai bien apprécié dans les Blazers. Tu en parlais très bien du côté de QI Basket, qui lui, enfin, Benj voulait le voir partir. Et toi, t'étais plus dans le mode, moi, je vois de la valeur du fit, et on voit le fit. C'est-à-dire que le 3 points continue un petit peu de rentrer. Il a une valeur de cut et ça développe un peu le playmaking aussi de Klingan sur certains aspects. Je trouve ça, Et de j'ai trouvé passing, ça pas surtout, inintéressant. c'est le meilleur passeur de Portland en fait. Mm. Enfin, Oui. c'est ce que je me suis dit en voyant leur match. Ça montre un petit peu du coup le manque de création globale qu'il y a du côté de Portland. Mais Oui, c'est là-dessus, clair. je trouve que dans ce domaine du jeu-là, il ressort. Mm.
Euh, On va pouvoir passer aux recommandations. Ouais. Les classiques recommandations de la relève. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas écouté l'épisode d'après. Du coup, tout va bien. Du coup, c'est ok. Et du coup, on peut faire des petites recommandations encore un petit peu tranquilles. On peut parler musique, on peut parler jeux vidéo, on peut parler basket. Enzo, je t'écoute. Quelle est ta recommandation pour cette draft de la première semaine? Eh bien, je vais parler de jeux vidéo. Il y a Football Manager qui est sorti ces derniers jours. J'ai mis longtemps avant de me décider. L'annonce a été faite, je sais pas, peut-être en Bonjour. fin septembre, etc. Comme quoi C'est il ma allait faute. sortir. Il allait sortir enfin non, début novembre avec la bêta disponible fin octobre. Donc après 2 ans d'attente, après le jeu qui a été refait de A à Z, j'ai décidé de ne pas y aller. Et puis finalement, après, en voyant un peu tout ça, en comprenant un peu toute l'envergure qu'avait pris le jeu, toutes les nouvelles fonctionnalités, j'ai passé le pas bah, voilà, il y a 2 jours. Et puis, je sais pas, du coup, pour ceux qui ont suivi un petit peu de plus proche sur les réseaux les avis des fans, qui sont bah, pour la plupart vraiment déçus d'une nouvelle interface, notamment qui serait compliquée à utiliser, de certaines fonctionnalités de jeu qui auraient changé. Et beaucoup se disent déçus, auraient préféré ce qui était avant, pas mal se sont fait rembourser, etc. Bref, donc on a un avis global de la communauté qui est assez négatif. Et suite à ça, on a vu bah, d'excellentes réactions de part des influenceurs, enfin des créateurs de contenu spécialement dédiés à Football Manager, à des communautés spéciales par pays, qui se sont dit, bah, puisque visiblement tout le travail qui a été fait sur le jeu ne nous convient pas, on va essayer d'améliorer ça nous-mêmes en attendant que du coup Sport Interactive, qui est du coup la boîte qui s'occupe de Football Manager, le fasse à notre place. On va essayer de le refaire par nous-mêmes et donc en créant des mises à jour personnalisées par la commune, etc. Et donc on a pas mal de mises à jour qui ont été faites plus rapidement que du coup par l'éditeur du jeu. Et pour les retrouver, du coup, je peux vous conseiller de suivre Arthur Ray, qui est du coup ma recommandation, qui est un du coup youtubeur et créateur de contenu sur Food Manager, qui fait des vidéos sur YouTube, qui est aussi présent sur Twitter, et qui du coup je pense va être un excellent relais pour tout ce qui va être mise à jour, Mm. partage de mode, etc. Et d'amélioration du jeu qui ne seront pas faites du coup directement par Sport Interactive, mais par différentes communautés, etc. Et il a déjà sorti 2 vidéos sur les 2 derniers jours où il montrait les différentes progressions du jeu, que ce soit pour la rapidité, la correction de bugs, etc. Lui-même veut essayer, si j'ai bien compris, de monter une équipe pour Oui. créer des Il a modes, déjà etc. commencé à faire des moteurs graphiques pour certains championnats, de ce que j'ai compris. Ouais, mais exactement. Donc c'est formidable ce qui est en train de se passer. Et je pense vraiment que c'est un mal pour un bien, du coup, la déception et le changement global, parce que quand on voit toute l'émulation et l'intelligence qu'ont les fans de ce jeu pour essayer de l'améliorer par eux-mêmes, le potentiel que peut avoir ce jeu dans les prochains mois risque d'être absolument dingue. Et pour tous Mm. ceux, du coup, qui ont vu les avis négatifs, que ce soit pour X ou Y raison, et du coup ne veulent pas forcément y aller sur Football Manager, je vous conseille du coup de vous munir d'Arthur Ray sur Twitter ou sur YouTube et de le suivre et puis voir un petit peu les évolutions. Et puis si une évolution, une mise à jour vous plaît, à ce moment-là, du coup, vous pourrez télécharger le jeu. Et en tout cas, je sais qu'on en a discuté au Oscar. Nous, on est plutôt très satisfait de ce qu'on a vu pour le moment, même s'il y a quelques Oui. difficultés, quelques changements un peu compliqués. Moi, en tout cas, j'y trouve parfaitement mon compte. Donc voilà, Arthur Ray pour suivre l'avancée de notre jeu favori. Et puis, du coup, je vais te laisser, Oscar, faire ta reco avec une certaine boule au ventre. Ben voilà, vous comprendrez pourquoi lors du prochain épisode. Quelle va être ta reco? Voilà, exactement. Eh bien écoute, de mon côté, j'ai failli parler moi aussi de Football Manager, mais en fait, je me suis retenu. Je vous amène vers une recommandation musicale qui est très basique, mais qui finalement m'a beaucoup satisfait ces derniers temps. Igor de Tyler, the Creator. Voilà, je vous reconseille d'écouter cet album. Alors pour vous raconter des choses très bêtes, je l'ai offert à mon père pour son anniversaire, ce qui était une prise de risque puisque je lui avais offert le CD de Pink Floyd, j'ai oublié le nom de l'album de Pink Floyd avec le triangle, Dark Side to the Moon, qui est un grand classique de la musique, et j'ai fait ce classique pour me munir
une espèce d'airbag contre la prise de risque que je faisais avec Igor de Tyler, The Creator. Et en réécoutant le vinyle avec mon père qui était dans Découverte, bah écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter cet album. Et sur les trajets vers les plages bretonnes que j'ai pu faire ces derniers temps, et ben il m'a beaucoup accompagné, outre la voix d'Enzo, la suave voix d'Enzo sur QI Basket. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille Igor de Tyler, The Creator, et ça vient ponctuer une très belle draft, un très bel épisode. Et de toute façon, Enzo, on ne se quitte jamais vraiment, puisque si vous voulez toutes les coulisses de Draft Pick, s'il est là, dans 1 heure, la partie multi sur FM est lancée devant un Magic Hornet en fond qui va être terrible. Au pire, on attend 1h30, comme ça on a le Heat Spurs qui est beaucoup plus intéressant. Et ça pourrait être Marocco dans le Heat Spurs qui va être, je pense, assez kiffant dans les prochaines heures. Mais du coup, merci à toi Oscar pour cet épisode, vraiment très cool de pouvoir reparler un petit peu d'actualité. Ça va être le cas, j'espère, le plus possible cette année, même si ça va pas toujours être simple de trouver des angles de draft ou de tier list sans être redondant. On va devoir travailler un peu là-dessus. Mais du coup, le prochain épisode va arriver très vite. Je pense qu'on va publier ça la semaine prochaine. Sur une draft assez originale, très clivante, et donc on a pris beaucoup de plaisir à faire. Et voilà, je vais te libérer là-dessus, Oscar. Merci à toi pour tout, pour l'épisode, pour la recommandation de RJ Dennis que je ne connaissais pas. Et voilà, je vais me pencher sans doute un petit peu plus la prochaine fois que j'aurai allé sur un match des Pacers. Je sais pas si je dois te conseiller un match des Pacers, et je sais pas si c'est une bonne idée de finir un épisode sur ça. Mais écoute, merci à toi Enzo. On va, je pense, très vite se retrouver pour une draft ou une tier list. On n'a pas du tout décidé de ce qu'on va faire après, parce qu'on a un épisode déjà enregistré avant qui va sortir après, si vous n'avez pas compris. La temporalité de la relève basket est terrible sur ce début de saison, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre les petites étoiles sur Spotify. Les commentaires aussi, on a vu des commentaires sur le top 100. On est désolé pour le top 100. On a vu les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre, je crois que c'est des pouces sur Apple Podcast. Mais en tout cas, voilà. J'espère que vous avez été contents de voir nos têtes aussi, parce que c'est un test qu'on fait. Si jamais vous voulez pas, on arrête. C'est plus simple. Promis, j'ai prévu de me couper les cheveux si c'est ça le sujet. Moi non. Désolé. Moi non. Donc j'espère que vous aimez les cheveux bouclés et les maillots des Rangers. J'espère qu'il aura changé, je pense, d'ici là. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Et longue vie à la balle orange. Salut.